Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo numéro 510 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler de trade. Encore une fois, 3 trades majeurs dans la soirée de mercredi 3 février. Le trade de McCain à OKC, le trade de Davis à Washington bien sûr, et l'échange de Porzingis contre Kuminga. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Les trades du mercredi 4 février, J-1 avant la deadline, mais, encore une soirée après la soirée de mardi. La soirée de mercredi a été également riche en événements. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ces trades-ci. On va parler de Anthony Davis à Washington, on va parler notamment aussi de Porzingis contre Kuminga, bien entendu. Le trade McCain à OKC, et je crois que j'en oublie peut-être un ou deux, mais on verra si on a un peu de temps. Qu'est-ce que j'oublie? Peut-être Kobe White aussi, Lonzo Ball qui a été dumpé, mais voilà à peu près le programme et le topo pour aujourd'hui. Donc je vous propose, on commence par le premier, en plus premier chronologique et peut-être le plus important en termes de calibre de joueur peut-être, c'est le trade de Anthony Davis. Et là il y a plein de choses à dire je pense, parce que c'est un peu ça fait un peu écho au trade d'il y a un an évidemment, de Luka Doncic contre Anthony Davis. Et donc Davis, le trade, on peut le détailler très simplement. Donc Davis va à Washington reçoit Anthony Davis plus Jaden Hardy, l'arrière scoreur, le jeune arrière scoreur de Dallas qui était à 6 millions la saison, il venait d'être re-signé il y a pas longtemps. D'Angelo Russell, 5 millions l'année, qui avait été lui aussi re-signé cet été par notamment Nico Harrison avant d'être viré. Bon, il joue pas du tout. Et Dante Exum qui malheureusement est blessé pour toute la saison. Donc voilà, ça sert un peu à compenser au niveau salaire, on va dire. Voilà, donc Anthony Davis, Hardy, Russell et Dante Exum vont à Washington. De l'autre côté, pour faire marcher le trade, vous le savez, il faut qu'on ait tout de même un semblant d'équilibre des salaires, même si pas tellement, mais bref, je détaille. Donc Chris Middleton va à Dallas, Chris Middleton, AJ Johnson, le rookie du premier tour d'il y a à peine 2 ans, de par les Bucks, qui voyage encore une fois, Malaki Branham, l'ancien premier tour de draft aussi, des Spurs, et puis Marvin Bagley. Évidemment, c'est là où c'est marrant parce que, un an après avoir laissé partir le 3e pick de la draft 2018, eh bien, Dallas retrouve le 2e pick de la draft 2018. Voilà, tout ceci, la boucle est bouclée, on peut dire, malheureusement. Et en plus, on a aussi 2 choix du premier tour qu'on va détailler et 3 choix du second tour. Donc, grosso modo, pour Anthony Davis et 2-3 salaires un peu filler, on va parler français, pour combler, on a Hardy et on a Russell, mais donc on a Middleton, 32 millions qui arrive du côté de Dallas, le rookie Johnson, Malaki Branham qui a un petit contrat aussi, et Marvin Bagley qui a aussi un petit contrat vétéran, et 5 picks. Bon, déjà ce qu'il faut dire d'un point de vue technique, c'est que Davis, il n'était pas facile à faire rentrer dans n'importe quelle équipe. On sait qu'il y avait une cote de désamour, j'ai pas envie de dire ça, même si un peu, mais sur le marché en tout cas, il était décoté. Voilà, pas que l'amour ou désamour, mais en termes de valeur sportive, c'est quelqu'un qui finalement, il y a pas longtemps, souvenez-vous un peu, JJ Redick, même l'an passé, il y a quelques mois, on fait un peu la pierre angulaire ou une des pierres angulaires de son système offensif. Il faut donner plus de ballons à Davis, des piques dans l'inversé, des dribble and off, etc. Donc en vérité, le vrai Anthony Davis est quand même pas si loin. Je pense que parfois on exagère en disant il a totalement décliné, etc. Par contre, premier problème, c'est l'âge, et l'âge de surcroît qui se recoupe surtout avec les problèmes de blessures qui n'ont pas non plus été là toute sa carrière. C'est pas comme si c'est un mec qui faisait seulement une saison sur 2, mais c'est vrai qu'il y a quand même parfois des petits soucis de blessure, et donc forcément, voilà, vous voyez, regardez, je peux vous faire le descriptif, on va dire, de nombre de matchs joués. Bon, on met de côté 2020-2021 parce que les saisons sont un peu tronquées, mais 2022, 40 matchs, 23, 56 matchs, 24, 76 matchs. Donc en 2024, pour le coup, saison complète quasiment. Et puis l'an passé, 51 matchs, mais 51, sachant qu'il y avait 42 avant le trade, donc au final on a quand même une saison quasiment complète, côté Lakers. Il n'avait pas eu d'absence, c'est juste qu'à la fin de saison Dallas tankait, on a vu pourquoi, et ça a marché. Donc le 51 est presque un peu trompeur, mais de nouveau ça a recommencé un peu cette année, à peine 20 matchs joués avec Dallas en 2026. Donc voilà, je pense que parfois on exagère sur l'entièreté de sa carrière, à quel point il a été fragile ou absent. Pour le coup, vous prenez le début de carrière, c'est avant le Covid, en fait, il manque jamais plus de 20 matchs dans la saison. Mais bref. Mais par contre, c'est vrai que maintenant qu'il arrive à 32, 33 ans, on peut comprendre que ça puisse un peu inquiéter. Plus également le fait que
c'est pas de chance, hein, mais Nico Harrison ayant été viré, alors le timing, on l'a déjà dit, est un peu bizarre. Pourquoi ne pas laisser aussi ce projet-là, même si moins bien que Doncic, mais pourquoi ne pas laisser ce projet-là au bout? Bon, bref, on va pas refaire ça. Mais c'est vrai que du coup, on a bien compris que Dallas voulait tourner la page. Donc forcément, quand on rajoute âge plus blessure, qui fait que, attention, petite crainte, et de l'autre côté, Dallas qui ouvertement dit, bah non, en fait, on passe à autre chose, quoi. Bon, ben en face, vous êtes une équipe, il n'y a pas non plus besoin de sortir beaucoup d'assets. Si vous voulez, Dallas n'avait pas le leverage, quoi, n'avait pas la main, sur les négociations quand tout le monde sait que tu veux t'en débarrasser. Et voilà. Donc ça, c'était pas top. Et puis, d'un point de vue technique, Davis, c'était quand même 50 millions. Donc même si, mettons un peu de côté l'aspect des amours, l'aspect la cote est pas top, etc. Même si certaines équipes auraient peut-être voulu prendre le pari, qui à mon avis est un bon pari à faire, selon le prix, on va y arriver. Mais même si certaines équipes auraient pu être intéressées, il faut les faire rentrer les 50 millions dans le salary cap. Je pense notamment aux Warriors dont on va parler tout à l'heure. Voilà, les Warriors avec Curry Davis, certes, c'était pas parfait, c'était risqué, blessure et patati patata, mais c'était intéressant hein, comme pari, surtout avec la blessure de Butler. Mais voilà, pour les Warriors, faire rentrer 50 millions et quelques dans le salary cap, c'est compliqué. Pas mal d'équipes compétitives, en plus, vous le savez, sont parfois dans le premier apron, deuxième, j'en parle même pas, mais dans le premier apron, c'est-à-dire que pas mal d'équipes ne peuvent pas encaisser plus de salaire qu'elles n'envoient. Les Warriors, par exemple, ou parfois même des équipes sont hard capées, c'est-à-dire qu'elles sont pas encore premier apron, mais elles ne peuvent pas absolument pas dépasser la limite du premier apron, donc c'est un peu pareil. Bref, Warriors, par exemple, il fallait sortir 50 millions pour l'accueillir. Et on peut prendre d'autres exemples comme ça, hein, d'équipes, je pense que, voilà, des équipes comme les Suns ou des équipes comme ça, c'était compliqué à mettre en place. Donc, il y avait soit l'obstacle du salaire qui est très gros, donc même pour des équipes qui pouvaient se convaincre que ça valait le coup, c'était compliqué à mettre en place. Et de l'autre côté, il y avait, comme dit, le risque, le désamour, et puis aussi, il faut en parler, la situation aussi contractuelle de notre ami Anthony Davis, qui finalement, vous le savez, est sous l'égérie Rich Paul, hein, pour le coup, mais donc l'agent de LeBron, hein, pour ceux qui ne le savent pas, et le contrat, il est sous contrat en 2026, 27 et 28, c'est une player option. Donc, il y a aussi ça qui va arriver vite sur la table, parce que je pense que la player option, alors on verra son niveau de jeu. Si il peut plus jouer du tout, il la prendra la player option, il n'y a pas de souci. Comme ça, en 2028, il sera payé 62 millions. Mais de manière assez probable, quand tu échanges pour Anthony Davis, tu sais qu'il y a une free agency, ou plutôt, il y a un nouveau contrat qui va plus ou moins rapidement devoir venir sur la table. Voilà, c'est un peu l'idée. Si tu échanges pour Davis, tu te dis que tu le prends pour 1 an et demi, là, mais le but, c'est aussi peut-être de le garder. Là encore, il y a des équipes, peut-être que ça aurait pu les intéresser pour un prêt court terme, on va dire, mais bon, par exemple, les Warriors, ici, imaginez que les Warriors s'étaient dit, oui, on fait tout, on bazarde tout, on donne plein d'assets, ou alors même on se débarrasse de Jimmy Butler. Ok, mais tu donnes quand même beaucoup pour au final juste un prêt de 1 an et demi pour Davis, quoi. Donc, vous voyez qu'il y a un peu le mélange de tout ça qui fait que le prix n'était pas si élevé que ça, pour le coup. Et donc, c'est vrai que Davis, 54 millions cette année, 58 l'an prochain, player option en 28, mais on se dit que sans doute il deviendra free agent s'il est encore pas mal à l'été 27, il prendra pas l'option pour plutôt que prendre 62 l'année 2028, plutôt essayer d'obtenir 80, 90, 100, 120, je sais pas combien, mais sur peut-être 3, 4 ans. Voilà, c'est à son âge, il aura 34 ans du coup l'été prochain, enfin l'été 27 je veux dire, pardon, pas l'été prochain 26. Voilà, plus t'es vieux, plus c'est un peu urgent de sécuriser du contrat long terme. Vous voyez un peu l'idée, parce que c'est peut-être le dernier vrai contrat qu'il aura sur 2-3 ans, plutôt que des contrats ensuite de 1 an ou des sommes plus dérisoires, etc., etc. Donc voilà, il y a quand même cet ensemble d'éléments. L'aspect sportivement, ça fait presque 1 an d'un point de vue date, on va dire. On l'a pas vu jouer depuis les Lakers en février 2025. Du coup, il y a l'aspect blessure, ou à son âge, on se dit peut-être. Il y a l'aspect aussi de gros contrats, et donc il y a l'aspect de futurs contrats aussi. Et c'est aussi pour ça que j'en parle, parce que donc, au final, des équipes pouvaient être intéressées, mais Washington était peut-être une des équipes qui recoupait le plus d'éléments qui allaient en leur faveur, pour ça qu'ils ont fait le trade. Le côté prendre des risques, je pense qu'ils sont à un stade où ils peuvent le faire. Ils ont une équipe de jeunes, ils sont en reconstruction. Donc en fait, vu le prix qui est totalement nul, on va en parler, mais le prix est nul, donc tu prends le pari, ça ne te coûte rien, quasiment rien. Et si c'est une réussite, tu auras sous-payé totalement cet excellentissime joueur. Et si c'est un échec, ça ne t'aura pas coûté grand-chose. Donc il y avait cet aspect-là. Alors que par exemple, Warriors font ça, Toronto font ça. Si Toronto doit lâcher un Emmanuel Quickley, ils vont se dire ah mince, on avait quand même un truc pas mal avec Quickley, pas parfait mais pas mal, on l'a lâché pour pas grand chose. Davis, vous voyez, il y a un peu ce truc. Washington, au final, ils sont en tout début de cycle, ils ont recruté Trae Young et donc maintenant Anthony Davis, mais
il y a moins d'enjeux. Donc, ils peuvent se permettre, premièrement. Deuxièmement, c'est vrai aussi que comme la cote de Desamours, pardon, j'arrête pas de dire ce mot, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'il n'avait pas une très belle cote sur le marché, le prix, justement, est quand même très faible. Rappelons que donc, nos amis les Wizards, ils avaient 2 cartouches en entrant dans l'année, des cartouches de vétérans qui étaient très bien payées, qui étaient en fin de contrat. On se disait, si McCollum et si Middleton ne prennent pas, ils n'arrivent pas à trouver preneur pour ces joueurs-là, ce sera un buyout, ou alors ils les laisseront filer à la free agency, et au pire du pire, ça ferait du cap space pour Washington. Mais, dans le meilleur des cas, on s'accroche un peu à eux, et plutôt que les couper, on essaie de les échanger. Ben là, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont réussi à échanger McCollum pour Trae Young, ce qui est même assez génial. Et pareil, donc Middleton, qui est peut-être dans un état encore pire que McCollum, qui donc est utilisé comme la pièce principale pour aller chercher Davis. C'est quand même, franchement, on va en parler, mais le taf du GM est quand même assez admirable. Plus Hardy, Hardy, ça, c'est dans l'autre sens, excusez-moi. Mais Bagley, franchement, on s'en fiche un peu. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Malaki Branham, il venait de le récupérer. Vous savez qu'il avait été coupé ou échangé depuis les Spurs l'été dernier. Mais voilà, c'est un mec du premier tour de 2022 qui ne montre pas grand-chose. Un peu le Caris LeVert des Spurs. C'était ça la comparaison de draft, je crois, à l'époque. Voilà, on s'en fiche. AJ Johnson, qui est un mec qui avait été drafté par les Bucks en 2024, du coup, qui n'avait pas eu le temps de montrer de grand-chose, qui est arrivé à Washington avec Middleton l'an passé. Voilà, c'est pas une perte non plus. C'est un mec qui est hyper jeune encore, je crois qu'il a même pas 21 ans, AJ Johnson, ou même pas 22. Mais grosso modo, le prix en termes de contrat est dérisoire. Notez aussi que, au passage, Middleton 32, Branham ça doit être 4 ou 5, je crois AJ Johnson pareil aussi, Bagley aussi, on est loin des 54, et même plus que 54, parce que Davis a été autour des 54, Hardy 6, Russell 5, et Dante Exum aussi un bon petit contrat à, je crois que c'est 3 ou 4 millions. En fait, on a un total qui est élevé. Mais alors, c'est aussi pour ça que Washington a pu faire ce trade, là où d'autres ne pouvaient pas. Washington était l'équipe, je crois qu'on en parlait hier en plus, avec le plus de cap space. C'est-à-dire que le cap space en général, donc c'est littéralement l'espace disponible dans le salary cap, dans le budget salarial. En général, on parle de ça pour la free agency. On dit, tiens, on est en juillet, ils ont 30 millions de cap space, ils vont pouvoir signer un mec à 30 millions. Voilà. En général, on en parle dans ce cadre-là. Mais ça marche aussi, évidemment, pour des trades. Et donc là, quel est un peu comment est-ce que ça a pu marcher et pourquoi Washington a pu là où d'autres pouvaient pas et ils n'arrivaient pas à faire marcher le trade peut-être, eux ils pouvaient largement encaisser beaucoup plus de contrats que ce qu'ils eux n'envoyaient. Donc là vous voyez qu'au final ils reçoivent, je pense qu'en tout ça doit faire plus de 60 millions, même largement, alors qu'ils envoient autour de 30, presque 40 je pense. Donc il y a un différentiel qui est énorme, mais qui finalement a pu être... en fait il y a un effet tampon avec le cap space. Donc au final... La conséquence, c'est aussi que les Wizards n'auront plus de cap space pour la prochaine free agency, mais je vais réitérer ce qu'on a dit sur Trae Young, c'est exactement pareil. Déjà avec Trae Young, ils avaient un peu commencé à sacrifier leur futur cap space. C'est-à-dire, je crois qu'ils avaient un cap space projeté de plus de 60 millions, 70 millions, je crois, ou un truc comme ça. On avait dit, ils auront moins de cap space, ils auront moins d'argent à offrir à des free agents, mais en même temps, Trae Young, en soi, c'était un peu comme une simili free agency. Tu l'obtiens, alors que en free agency, ok, c'est bien d'avoir de l'argent à offrir à des free agents, mais est-ce que tu aurais pu faire mieux que Trae Young ? Pas forcément. Est-ce que tu aurais pu faire Trae Young ? Peut-être, mais c'était même pas sûr. Donc en fait, il fallait voir ça comme un peu une free agency. C'est ce qu'on appelle aussi parfois une pré-agency, grosso modo. Donc il avait déjà fait pour Trae Young de sacrifier l'énorme cap space qu'ils auraient pour Trae Young. Il en restait beaucoup, c'est ce qu'on dit aussi, donc ils n'avaient pas tout sacrifié. Là, ils font la même chose. Ils vont chercher une autre pré-agency, presque, et c'est un peu comme s'ils signaient un mec en free agency, mais en fait non, en étant sûr de l'avoir, et voilà, l'argent est un peu utilisé pareil, quoi, si vous voulez. C'est un peu l'idée, et c'est aussi pour ça qu'ils ont réussi à faire ce trade, parce qu'ils déjà, ils ont eu moins d'argent à envoyer. S'il avait fallu, s'ils n'avaient pas eu autant de cap space, je crois qu'ils étaient à moins 30 millions, ils étaient à 30 millions sous le cap space, la limite autorisée pour le cap, avant le trade. S'il avait fallu mettre des joueurs comme, évidemment pas Alex Sarr, mais vous voyez, des jeunes un peu Bilal Koulibaly, parce que mince, on est à 10 millions short, il faut quand même qu'on mette Koulibaly dans le deal, ou alors il faut qu'on mette Keyshawn George, mais il n'aurait pas fait le trade. Là, le fait d'avoir ce tel matelas de cap space, d'espace, littéralement, ça permet de faire ça. Et donc, c'est vrai que tu te retrouves dans une situation aussi, et je le reprécise, on a déjà dit avec Trae Young, au final, c'était bien d'avoir de l'espace dans le cap, mais une équipe comme les Wizards,
c'est pas... Alors, c'est une grosse ville, donc techniquement, pour ceux qui aiment bien les notions de gros marché, petit marché, c'est un gros marché, mais sauf que ça marche pas trop comme ça. C'est pas une ville hyper attrayante pour les free agents. Voilà, c'est quand même, il faut le dire, donc pour le coup. Et puis, surtout, au-delà de la ville, il y a l'aspect surtout du fait que c'est une équipe qui est en début de cycle, avec des jeunes. Donc, peut-être que les Wizards, quand ce sera une grande équipe qui seront à 60 victoires et tout, il y aura des free agents qui viendront plus facilement. Mais en l'état, je pense pas que c'était une destination qui était géniale. Donc en fait, on peut dire vers moitié vide, ah c'est dommage, ils ont grillé tout leur futur cap space sur 2 gros mecs. Et donc finalement, ils pourront pas recruter cet été. Oui, mais c'est peut-être une meilleure issue d'avoir Davis et Trae Young que d'arriver sur le marché en disant ah on a plein d'argent, venez, et au final t'arrives à attirer personne et tu te retrouves juste avec bah tiens on donne 20 millions ou 25 à KCP ou vous voyez des trucs comme ça quoi, parce que les gros poissons il n'y en aura peut-être pas sur le marché d'ailleurs ou que tu ne pourras peut-être pas les attirer, ou que voilà si t'es un top un role player d'élite, tu vas peut-être pas signer à Washington, tu vas signer dans une équipe qui a de l'espace mais qui est aussi un peu compétitive. Donc voilà, bref, tout ce petit topo pour dire en fait je trouve que Washington a quand même bien utiliser leurs atouts et leur masse salariale, à mon avis. Maintenant, l'étape d'après, ce sera négocier un contrat avec Trae Young, négocier un contrat avec Anthony Davis, peut-être pas de suite, mais peut-être dans la courant saison prochaine, ou peut-être même de suite, mais peut-être qu'au courant saison prochaine ou fin d'été prochain, enfin 27 du coup. Mais voilà, grosso modo, tu te blindes, et c'est aussi là-dessus où je trouve que le pari est hyper intéressant, puisqu'on parle un peu du prix. Le prix est totalement nul. Donc pardon, j'ai commencé à détailler un peu les joueurs, détaillons aussi un peu les pics. C'est ça qui est génial, c'est que les pics qui lâchent, il n'y en a aucun qui est à eux. Donc on a dit 2 pics du premier tour et 3 du deuxième tour. Donc là on peut se dire, ça fait quand même 5 pics. Bon, déjà les pics du deuxième tour, c'est pas la folie, c'est pas des assets de fou. Mais on peut dire aussi, si on prend juste de but en blanc, dire ah quand même 2 pics du premier tour, c'est pas mal pour Davis, où on se disait ouais la cote est basse et tout, on pourra l'avoir pour pas grand chose. En fait, au final, on a donc attendez que je retrouve ça, le pic que Washington a envoyé, le premier, c'est le pic de OKC 2026, donc le pic qui appartient, le pic d'OKC. Vous savez qu'OKC ont plein de pics, mais ils ont surtout le leur. Ensuite, ils ont le pic des Rockets qu'ils ont envoyé aux Sixers. Ils ont le pic d'un tel, ils ont le pic d'un tel. Mais là, c'était pas le pic d'un tel ou un tel, c'était le pic de OKC. Le pic qui sera le résultat de la saison du Thunder. Grosso modo, le pic numéro 30. Voilà. Donc, les Wizards n'ont pas donné le leur, qui va être un pic top 5, top 10, mais le pic numéro 30. Différentiel assez énorme en termes de valeur. Et puis, le deuxième pic du premier tour, c'est un pic 2030 des Warriors. On peut se dire, ah, tiens, intéressant. Peut-être que si c'est les Warriors en 2030, peut-être qu'il n'y aura plus Curry, etc. Peut-être que ce sera en reconstruction. Oui, mais le pic est protégé top 20. Donc, au pire, le pic, ce sera entre 21 et 30. Donc là encore, un pic du premier tour, certes, mais avec moins de valeur. Donc, en fait, c'est là où je trouve que c'est quand même génial et bien négocié de la part des Wizards. Et c'est aussi pour ça que je trouve que ça ne leur coûte rien. Alors oui, il y a forcément un scénario un peu catastrophe où en fait Davis il joue pas, ou alors Davis va pas signer. Peut-être que Rich Paul va aussi mettre son nez là-dedans, et bref, peut-être que ça va pas bien se passer, peut-être qu'il va être blessé. J'avoue que je suis quand même plutôt du côté un peu optimiste, dans le sens où voilà, Rich Paul aujourd'hui, Davis c'est plus le Davis de New Orleans, où à l'époque il avait carrément il avait agi dans les intérêts de son client, mais son client c'était pas Davis, c'était LeBron. Donc bref, c'était un peu bizarre cette histoire, mais là je veux dire, il a pas une cote de fou sur le marché des trades, mais aussi donc des free agents peut-être. Donc, je pense que Rich Paul et Davis seront assez contents si Washington peut offrir un gros contrat. Donc je pense que il n'y a pas trop le risque de Davis claque la porte. Non, je crois pas. Même s'il le fait, d'ailleurs au passage, il est sous contrat jusqu'en 2022, 26 et 27, donc 1 an et demi. Donc au pire, t'as quand même l'année prochaine où tu peux l'avoir. Donc c'est quand même pas mal. Je veux dire, même s'il se barre, t'as payé Chris Middleton et 2-3 pics qui sont nuls pour l'avoir 1 an et demi. C'est pas scandaleux non plus. Et surtout, je pense aussi que d'un point de vue sportif, voilà, je sais qu'il n'est pas beaucoup aimé en ce moment, mais Davis, c'est quand même des codes d'amour et de désamour. Et souvent un peu dans l'exagération, dans les deux sens, j'ai remarqué, parfois quand Davis ou quand les Pelicans c'était géniaux, c'était waouh, c'était limite le meilleur du monde, et c'était la folie. Et par contre, les fois où ça va un peu moins bien, c'est waouh, il est toujours blessé, il est nul. Bon, vraiment, moi, les saisons récentes sont quand même assez encourageantes. Moi, la saison 2024 sous Darvin Ham était quand même pas mal. Même 2023, ils vont en finale de conf aussi. C'est quand même pas mal. Il fait 56 matchs en 23, mais surtout les playoffs sont très bons. Bon, sauf à la fin, c'est Jokic, mais bon, Jokic, c'est Jokic. Mais je veux dire, c'est quand même une bonne saison. 24, pareil. 25, la première moitié de saison, pardon.
elle est très bonne. Elle est très très bonne. Et défensivement, mais aussi offensivement. Donc, j'avoue que moi, je m'accroche un peu à cette idée. Et je me dis, c'est peut-être juste que le mariage n'était pas fait pour eux. C'est pas normal, quoi. Dallas, bon, on l'a un peu reposé. Ok, il s'est un peu blessé quand il est arrivé à Dallas. D'accord. Mais enfin, peut-être que si ça avait été une autre équipe qui ne tankait pas, on l'aurait fait rejouer. Vous voyez. Et là, pareil, peut-être que ça se passait mal. Le fait que Nico Harrison, qui était le mec qui aimait bien Davis, qui l'a fait revenir, le fait que Nico Harrison se fasse virer, peut-être que si ça n'a pas aidé à ce que Davis revienne plutôt sur le terrain, etc. Je me dis, en fait, je choisis un peu. C'est facile pour moi de faire des paris, mais je veux dire, il y a peut-être aussi un monde et une probabilité qui est pas si minime que ça que, en fait, Davis, il est quand même encore bon et qu'il y a encore au moins 2, 3, 4 bonnes années à tirer. Et puis aussi, un point de vue contraint, pour arriver à le convaincre de rester. Donc, on a dit, il a moins une cote d'amour qu'il y a quelques années. Donc, peut-être que Washington a plus ses chances, je pense. Également, il récupère ses droits, nos amis les Wizards. Donc, ça, c'est quand même bien. Ils ont les bird rights. Donc, forcément, ils pourront lui offrir plus d'argent. Ils pourront négocier d'ailleurs en interne avant même qu'il arrive en free agency pour lui le prolonger, comme ça se fait assez régulièrement. Donc ça, c'est quand même 2 avantages énormes. Et puis, je répète, on a parlé hier pour Utah et Jaren Jackson. C'était le cas de OKC avec Hartenstein, Caruso et patati patata. Les exemples sont nombreux. Washington, c'est une équipe de jeunes actuellement, de très jeunes. Et je crois même qu'on en avait parlé pour Trae Young. Mais donc, en fait, je pense qu'il y a un truc à faire avec il y a un truc à comprendre aussi, c'est que les contrats rookies sont largement sous-payés. Ce qui est fait exprès, c'est structuré de telle manière à ce que, en cas de bust, on ne va pas handicaper les franchises, etc. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même un cycle actuel où les joueurs majeurs des Wizards, c'est notamment Alex Sarr, c'est Bilal Coulibaly, c'est Keyshawn George, c'est des mecs comme ça. Et ces mecs-là vont être sous-payés dans un premier temps. Ils le sont actuellement, et leurs gros contrats ne rentreront en compte que dans 2, 3, 4 ans. Pareil, Trey Johnson que j'ai oublié aussi, ou des mecs comme ça. Bon, au final, si entre guillemets, tu peux te permettre un peu de surpayer peut-être certains pour l'instant, parce que de l'autre côté, tu sous-payes d'autres. Donc c'est un peu comme on dit, Jaren Jackson avec Utah, ou des mecs ou des cas comme ça. Pareil, les Spurs, je pense qu'il y a un peu un truc comme ça. Mais en fait, au global, ça s'équivaut. Et que c'est presque un peu tirer profit de tes jeunes sous-payés que de dire, ok, Trae Young va peut-être un peu être surpayé, Davis va peut-être un peu le surpayer, légèrement, mais moins on les aura. Et au global, quand on fait la somme de jeunes plus vieux, on paiera à peu près normal. À peu près comme si tout le monde devait être payé à sa juste valeur, on paierait presque la même chose, quoi. Donc c'est un peu tirer profit de ce genre de règles internes. C'est pour ça que j'imagine assez bien à la fois Trae Young prendre un max, Davis prendre un max, ce qui ne veut pas dire que ces mecs-là seront là long terme. Je pense qu'il y a aussi ça qui est important, c'est que une fois que tu les utilises pour du court terme ou moyen terme, hop, à la fin, tu t'en débarrasses. Et je veux dire, dans 5 ans, tu auras quand même encore Keyshawn George, Alex Sarr, Trey Johnson et Coulibaly. Et ton quatuor, et tes jeunes les plus prometteurs, etc. C'est peut-être juste un passage, on va dire, t'es pas obligé de les garder pendant 10 ans, quoi, je veux dire. Donc, je pense que tirer un peu profit de ça, c'est intéressant. Et donc, j'imagine assez bien Washington, finalement, donner des gros contrats pour un peu les sécuriser. Et bon, parlons un peu sportif, mais ça me paraît assez trivial, pour le coup. C'est-à-dire qu'on a une équipe de Washington qui est très sympathique, qui manque de talent pur, qui, tu rajoutes Trae Young, tu rajoutes surtout Davis. Moi, je suis quand même assez enthousiasmé par ça. Sachant que Davis est peut-être la cible de lob qui peut le plus et le mieux aussi optimiser un mec comme Trae Young, qui joue beaucoup sur pick and roll. Voilà, en plus, notre ami Alex Sarr, c'est plutôt un shooter. Alors, il peut aussi faire du pick and roll, mais je veux dire, c'est intéressant de voir que Sarr pourrait faire partie du spacing pendant que Davis est le rollman, quoi. Alors que de l'autre côté, c'est vrai que Davis à 3 points en spacing, c'est pas la folie. Donc, si tu fais poste d'écran Alex Sarr, Trae Young, tu auras moins de spacing. Mais tout de même, tu as quand même cette raquette où les deux peuvent être des superbes cibles de pick and roll de Trae Young. Voilà. Il y a aussi le fait que, mine de rien, on l'oublie parfois un peu, mais Davis, on l'a vu aux Lakers, il peut faire des dribble and off, il peut jouer dans le périmètre, je veux dire, en tant que big, il peut faire des bonnes passes. C'est même, ça n'a jamais été débloqué à foison, cette qualité, mais c'est quand même largement au-dessus de la moyenne pour un pivot, surtout, notamment. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Tu peux faire plein de choses. Des jeux de main à main, du dribble and off, du jeu au poste haut. Enfin bref, il peut être un peu initiateur d'attaque. Et ça, c'est très cool, à la fois pour éventuellement Trae Young, si on y croit un peu au jeu off-ball de Trae Young, mais aussi pour combiner avec d'autres, avec du Keyshawn George, pour combiner avec Trey Johnson aussi. Et moi, j'imagine très bien des séquences de jeux pick and roll inversé, par exemple, ou de dribble and off, avec Davis qui a la balle, et c'est Trey Johnson qui vient la chercher pour un 3 points, ou alors pour curler et driver au panier, etc., etc. Donc ça,
Voilà, c'est trivial. Le post-up aussi de Davis, le 1 contre 1 parfois, c'est pas génial, mais ça peut le faire. Le pull-up à 2 points, ou alors, sinon, le pick and pop à 2 points. Il a pas 3 points, mais il a au moins le 2 points. Donc évidemment, il y a plein de choses à faire en attaque, mais ça me paraît assez évident. Pas besoin qu'on y passe non plus 3 heures. Tout de même, expliciter aussi le fait que défensivement, ça peut être très sympa aussi. Si on a le vrai Davis, et moi je pense qu'on peut avoir le vrai Davis, je suis quand même un peu moins alarmiste sur le déclin / vieux / blessure. Et si on a le vrai Davis qu'on a vu en 2025, début de saison, 24, 23, c'est un défenseur d'élite. Et surtout, schématiquement, c'est vrai que la raquette Sarr et Davis, ça peut être cool. Et où tu peux aussi toujours, pendant 48 minutes, avoir soit l'un, soit l'autre. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et j'avoue qu'en plus, il y a un aspect où Sarr, on aime beaucoup le côté switch all. Et je pense que c'est plus l'intérieur de switch all qu'une vraie licorne défensive, dans le sens où il peut switcher et est très mobile dans le périmètre. Après, c'est pas encore peut-être un protecteur de panier d'élite. Ce qu'est Davis. Donc c'est là-dessus où les deux se complémentent aussi pas mal en termes de défense, c'est que tu peux pratiquer des schémas switch all, et même si Sarr se fait attaquer en 1 contre 1 et que ça va au panier, t'as Davis qui est derrière, qui lui, pour le coup, lui c'est une vraie licorne défensive. Lui c'est et switch et protection de panier de manière élite dans les deux. Donc voilà, ça c'est quand même la théorie, on verra si ça peut se mettre en place. Mais le point important aussi, c'est que, on va pas refaire le podcast de Trae Young, mais Trae Young, à quel point est-ce que tu peux gagner un titre NBA avec un joueur aussi handicapant en défense ? C'est un peu toute la question de la carrière de Trae Young. Je pense qu'on peut gagner un titre avec une équipe qui n'est pas parfaite, et ça c'est peut-être le truc qu'on surestime à chaque fois, c'est qu'il il faut absolument une équipe parfaite, sans faille, etc. On le voit que chaque année, il y a des équipes qui vont au titre en n'étant pas parfaites. Denver, avec sa défense, c'était pas parfait. Ou même OKC, on voit le spacing, et on peut remonter comme ça. Mais on a toujours un peu ce fantasme. Non, il faut qu'on ait une équipe sans faille. Je pense que tu peux gagner le titre avec Trae Young. Après, la proba va être plus faible, en effet. Mais je parle de ça parce qu'au final, quand on voit j'allais dire un gros mot, la tronche, de l'effectif des Wizards, à part Trae Young, t'es un peu que des défenseurs. Et je pense que c'était un peu, à un moment donné, ça a pu être le plan des Hawks, on l'avait détaillé, mais qui a été mal exécuté. C'est-à-dire que les Hawks, après le passage 2022, enfin 2021, les finales de conf, et 2022, meilleure attaque de NBA, ils se sont dit, tiens, on va rajouter de la défense. Sauf que Jalen Johnson, c'est hyper cool, mais c'est pas un protecteur de panier. Capella, il était cramé. Okongu, il a mis un temps avant d'arriver à maturation. Il arrive à maturité, que maintenant. Bref, Dejounte Murray, le mythe des missions défensives, Trae Young se fait quand même cibler, même si t'as Dejounte Murray sur le terrain, etc. Donc, dans l'idée, les Hawks ont essayé de faire ça, ils sont pas arrivés. Parce qu'ils n'ont pas eu les assets, ou parce que les joueurs qu'ils avaient draftés ont mis un peu de temps, ou voilà, bref. Ici, je pense qu'on est peut-être dans le cas où, si tu arrives à entourer Trae Young de Keyshawn George, de Alex Sarr, de Anthony Davis, de Bilal Coulibaly aussi, évidemment, ou d'autres mecs comme ça, Champagny aussi, qui est pas mal du tout pour un bon petit 3&D. Je veux dire, on a peut-être, chez les Wizards, l'itération d'équipe que souhaitaient à un moment donné les Hawks, mais qu'ils ne sont pas arrivés à construire. Donc c'est aussi en ça que c'est intéressant d'avoir Davis, parce que dans la théorie, évidemment, et c'est toujours modulo si on a le vrai Davis, on est d'accord. Mais dans la théorie, c'est vrai qu'on a quand même ce truc où c'est peut-être l'environnement le plus viable dans lequel un Trae Young peut survivre et des Hawks peuvent survivre. Tout en sachant en plus que, c'est ça qui est génial, tu as ces défenseurs qui sont en plus des mecs qui en attaque, sont optimisés par Trae Young. Donc c'est vraiment l'un qui complémente l'autre. Donc franchement, j'aime beaucoup une équipe qui est très jeune, une équipe qui part de rien, une équipe qui va pouvoir s'engager un peu à court et moyen terme, mais sans forcément sacrifier le long terme. Donc ça c'est quand même assez cool. Tu essayes 3, 4, 5 ans. 5 ans c'est beaucoup en NBA même, déjà. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà 3, 4 ans c'est long. Donc tu fais un passage avec tes jeunes et ces vétérans-là, des contrats max, tu vois à quel point ça marche ou ça marche pas, et ce qui ne veut pas dire que tu es obligé de passer 10-15 ans avec ces mecs-là, et tu pourras ensuite tout à fait avoir un cycle d'après avec Alex Sarr, Coulibaly et tous ces mecs-là. Tu peux aussi ensuite laisser partir ou échanger Trae Young et Davis quand ils seront vieux ou pas bons contre d'autres mecs plus jeunes et d'autres stars, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et pour faire finir un peu Washington, juste c'est quand même fou parce que, enfin fou. Le GM des Wizards est quand même très très bon. Il y a plein de tweets là qui ressortent pour faire un peu le bilan. C'est vrai que je peux vous faire un peu l'historique. Donc le nouveau GM s'appelle Will Dawkins d'ailleurs. On aurait peut-être dû dire son nom avant. Il mérite d'être connu. Le Will Dawkins qui est là depuis pas longtemps. Mais donc en effet, qu'est-ce qu'il a fait Will Dawkins quand il est arrivé ? Il a transformé Bradley Beal en Chris Paul. Souvenez-vous, le trade Bradley Beal contre Chris Paul, mais qui de suite Chris Paul a été rééchangé contre Jordan Poole. Donc ça, ok. Ensuite Jordan Poole qui a fait une saison cata,
en 24, on a attendu, on l'a rééchangé lui-même quand sa valeur est un peu remontée en 25 contre McCollum, le contrat expirant de McCollum qui lui-même donc a été échangé contre Trae Young. Voilà. On a aussi échangé Kyle Kuzma finalement aux Bucks contre le contrat expirant de Middleton et je crois un pick ou deux ou des jeunes. Et ce package-là, Middleton, des jeunes et un pick ou deux, a finalement été échangé contre Anthony Davis. Donc c'est vrai que de base, on parle de Bradley Beal et à la fin, on arrive à Trae Young, Anthony Davis. Et en plus, tout ceci, pendant ce temps, en étant nul et donc en ayant des bons choix de draft, et ces choix de draft, c'est Alexa, qui a l'air plutôt d'être une bonne réussite, Keyshawn George, bonne réussite, Trey Johnson, qui a l'air plutôt pas mal, et même Koulibaly. Koulibaly aussi, il allait le chercher à la draft, notre ami Will Dawkins. Donc, pour le coup, on est vraiment dans le cas, j'allais dire classique, non, le cas idéal d'une reconstruction. C'est-à-dire jouer avec le salary cap. Quand tu es mauvais, tu joues avec le salary cap, tu encaisses des contrats. En encaissant des contrats, tu prends aussi des pics. Hein. Et donc, en fait, c'est exactement ce qu'a fait Sam Hinkie avec les Sixers, début 2010, même si ils n'ont pas la cote. Hein, et Sam Hinkie n'a pas la cote, mais c'est exactement ce qu'il a fait, même si après, le butin a été dilapidé lorsque lui a été viré. Mais c'est aussi ce qu'a fait Sam Presti à OKC. C'est-à-dire, vous le savez, voie de garage, donner les contrats expirants, donner les mauvais contrats et donner des pics avec. Et puis, voilà, au final, on arrive à faire des choses avec ça. C'est pareil. Et là, Washington emprunte également ce chemin-là. Donc, c'est quand même hyper encourageant, je trouve. Bon, et puis là, on a parlé un peu des contrats, mais on peut faire pareil au niveau des pics, en fait, pour montrer à quel point le GM a quand même bien travaillé pour obtenir les pics qu'ensuite il a envoyés. Donc, notamment, il y a un des pics qu'il a envoyé pour Anthony Davis à Dallas. Donc, c'est le premier tour de OKC en 2026. Bon, c'est un peu compliqué parce que, grosso modo, OKC avait plusieurs pics en 2026. Ils ont plusieurs pics, mais ils avaient fait un deal pour dire tiens, on donne aux Sixers le moins favorable. Et ensuite, les Sixers ont donné ce pic-là à Washington pour, bref, absorber le contrat de Reggie Jackson. Voilà, donc Washington a dit on prend Jackson, on prend le contrat, mais il faut nous payer. Donc les Sixers, qui avaient cette histoire de le pic le moins favorable entre... Il y a du Paul George, il y a du James Harden, enfin c'est plusieurs deals à part. Hein. Bref, tout est un peu compliqué, mais grosso modo, les Sixers ont payé un pic, qui est donc le pic 2026 d'OKC, qui est pour que Washington prenne Jackson. Vous voyez que on est totalement là-dedans, dans ce côté prendre des mauvais contrats, mais on se fait payer. Et donc c'est ça qu'ils ont envoyé du côté de Dallas. Donc là encore, en fait, c'est pas leur propre pic. C'est on a travaillé pour obtenir des assets, on s'en sert. Ensuite, le pic protégé top 20, évidemment, vous avez compris, le pic des Warriors 2030 protégé top 20, c'est dans le deal Chris Paul et Jordan Poole, évidemment. Donc là, pareil, les Wizards n'envoient pas leur pic, ils envoient un pic qu'ils ont réussi à générer avec absorber des mauvais contrats, absorber Chris Paul, Jordan Poole, etc. Voilà. Ensuite, il faut dire aussi faire le point sur les pics de manière plus générale. Quand ils ont échangé Bradley Beal, c'était pour 6 choix du second tour, dont un qui donc a été envoyé à Dallas. Voilà. Dans le deal de Porzingis à Boston, quand à l'époque Porzingis jouait à Washington et il a été envoyé à Boston, pareil, ça a été pour le pic numéro 35 2026 et pareil, ça a été pour 2 pics du second tour, dont un qui part à Dallas. Donc là encore, vous voyez que Washington ne donne pas son propre pic du deuxième tour, c'est un pic qu'ils ont obtenu en trade. Et pour le coup, pour pas grand-chose. Et puis ensuite, le dernier, c'est dans le trade de Dillon Jones. Alors tout le monde l'a oublié, Dillon Jones, c'est le choix du premier tour, un des choix du premier tour de OKC, qui a été coupé à la fin de saison après avoir été champion, qui ensuite, je crois, avait été drafté premier de la D-League cette année, qui a fait du Portland, Lakers, et là je crois qu'il est au Knicks. Bref, du coup, ils avaient accepté d'absorber le salaire depuis OKC. OKC devait s'en séparer pour signer Thomas Sorber, Topic, etc. Et donc, ils avaient accepté en échange d'un choix du second tour. Et c'est celui-ci qui part, là encore, à Dallas. Donc en fait, si on fait le point, non seulement ils ont bien travaillé depuis toujours au niveau des contrats, Bradley Beal, ça devient à la fin Trae Young, Anthony Davis, c'est pas mal, mais en plus, ce qu'ils ont payé, c'est même pas de leur propre poche, c'est des pics qu'ils avaient réussi à générer. Donc voilà, fin de la parenthèse sur Washington, mais en effet, on est sur un exemple de reconstruction totalement réussie, de comment est-ce qu'il faut faire quand tu es mauvais, quand tu es en tanking, pour optimiser ta masse salariale. Je vous renvoie encore une fois vers l'épisode qu'on a fait, OKC éloge du tanking, on dit à peu près tout ce qu'il faut faire, mais voilà, c'est un peu ce que Washington fait. Et puis, que dire de plus dans ce deal ? Bon, côté Wizards, je pense qu'on a à peu près tout dit, c'est un pari pas très cher et qui peut rapporter très gros, donc tant mieux. Côté Dallas, bon, comment ne pas reparler évidemment de notre ami Luka Doncic, puisqu'on est pile,
un an et quelques jours après le trade de Doncic. Et vous voyez que au final, qu'est-ce que nos amis les Dallas Mavericks ont obtenu contre Luka Doncic? Bon, il y a Max Christie. Ok, c'est un jeune qui est sympathique, hein, j'aime bien. Après, c'est pas non plus un talent de fou. Et le pick des Lakers 2029, mais bon, puisque Doncic est là-bas, le pick il va pas valoir grand-chose. Hein. A priori, Doncic dans une équipe, le pick va être entre 20 et 30. Ok. Le pick donc d'OKC 2026 que Washington vient d'envoyer, mais donc ce sera le 29e ou 30e pick, je pense, et un pick entre 20 et 30, enfin 21 et 30, mais qui est protégé top 20 des Warriors 2030. Voilà à peu près les 3 picks qu'ont reçus nos amis les Dallas Mavericks contre Luka Doncic au final. Un pick qui va être entre 20 et 30 des Lakers en 2029, un pick qui va être 30e d'OKC cette année, et un pick qui sera entre 20 et 30 si le pick se transmet, parce que peut-être que les Warriors seront nuls, et donc ils n'auront même pas ce pick du tout. Voilà le total, et bon, là encore, je m'excuse pour cette blague, semi-blague, qui n'est qu'une semi-blague en effet, à chaque fois je fais la blague, mais en vrai sur la loterie truquée, je vais pas la refaire, mais c'est vrai que, imaginons un peu la situation de Dallas, si il n'avait pas gagné de manière improbable la loterie totalement aléatoire et hasardeuse. Non mais voilà, blague à part, je sais pas si la loterie est truquée ou pas, on va pas refaire le débat, mais franchement, ce first pick, si Adam Silver l'a donné ou si c'est juste de la chance, ça a quand même sauvé un marché énorme. Il faut savoir que Dallas, c'est une fanbase et un marché assez énorme en termes de ville et en termes de même économique. Donc là, pour le coup, sans Cooper Flagg, et j'insiste, Cooper Flagg ne fait pas partie des récompenses et des retours du trade de Doncic. Faut quand même bien séparer. C'est pas du tout Nico Harrison a bien travaillé parce que il a obtenu une Cooper Flagg et le first pick. Non. Mais si on enlève Cooper Flagg, si on enlève le fait d'avoir gagné la loterie, imaginez la situation des Mavs actuellement. Il y aurait PJ Washington, Gafford, Klay Thompson, Chris Middleton et 3 picks. Voilà. Et ce serait un peu d'une tristesse absolue. Ils pourraient en plus même pas commencer à tanker, nos amis les Mavs, parce que bon, ils ont leur pick pour 2026, donc ils auraient tanké pour cette année, ils auraient peut-être eu un bon pick, mais après 2027, leur pick est protégé seulement top 2, et c'est un pick qu'ils avaient envoyé à Charlotte, parce que c'était le deal, donc Washington, notamment PJ Washington, contre Grant Williams, et à l'époque, vu que Dallas gagnait, il s'était dit, bon voilà, on paye un pick, on paye un first pick, c'est pas grave, on prend PJ Washington qui nous aide à gagner, et puis de toute façon on sera bon avec Luka Doncic. Donc le pick 2027, on s'en servira pas, c'est pas grave, on envoie un pick qui est entre 25 et 30. Pas du tout. Donc là l'an prochain ça va être mission tanking, peut-être tanking à fond, ou alors pas du tout, ils vont le perdre. Mais vous voyez que même si Dallas tank l'an prochain, ou tank entre guillemets, reconstruit et laisse un peu les clés à Cooper Flagg et sans trop faire de recrutement de vétérans, il y a quand même une chance assez énorme que soit ils aient pas de pick du tout, et voire même que ils n'aient pas de pick du tout, alors que leur pick va aller à Charlotte en étant un 3e pick, ou 5e, ou 7e. Donc c'est quand même un truc assez dommage, je pense qu'on peut dire. Et bon, je vais pas faire le détail, mais c'est pareil, ils n'ont pas tous leurs picks sur les prochaines années, donc voilà, bref. Les Mavs, on va dire qu'ils arrivent à sortir du cas Davis, mais ce qui est quand même fou à dire, quoi. D'un côté, tu peux te dire, oui, ok, il sort de Davis, la cote était nulle, il fallait s'en débarrasser, ils l'ont fait. Ok, et en plus ils ont réussi à se débarrasser aussi du contrat de Russell qu'ils n'aimaient pas, du contrat de Hardy qu'apparemment ils n'aimaient pas non plus, de Dante Exum qui était blessé. Ok, super, ils dégraissent à fond. Également aussi, j'ai pas dit, mais vu que eux envoient plus de 60 millions, même plus, et qu'ils n'en reçoivent que une petite trentaine ou une petite quarantaine plutôt, évidemment, ce différentiel fait que ils payent moins de taxes. Bien sûr. Donc là, une saison où l'équipe joue rien, le propriétaire est content parce que ils perdent, je crois que c'est 20 millions ou 25 de vraie masse salariale, mais en termes de taxes, ils perdent 70 millions ou je sais pas combien. Donc voilà, économie sur des dollars réels pour Patrick Dumont, tant mieux pour lui. Donc bref, d'un côté, tu peux te dire c'est bien qu'ils aient réussi à sortir du cas épineux Davis qu'ils devenaient de plus en plus, et que plus tu attendais, plus la cote allait être basse. Ok. De l'autre côté, à quel point est-ce que c'est pas triste et anormal qu'on en soit à dire, même pas, un an après, à dire waouh, il fallait sortir du cas Davis, quoi. C'est totalement délirant, mais c'est le pire trade de l'histoire de la NBA, et ça le restera. Rien ne pourra jamais égaler ça, et pour de bonnes raisons, je pense qu'on le voit tous, bon, à part ceux qui aiment un peu trop Dallas, mais bon, bref, tant mieux pour les Mavs, on va dire, d'un côté, et puis heureusement que Cooper Flagg est là. Voilà, je sais pas si c'est le hasard ou pas, mais en tout cas heureusement que Cooper Flagg est là. Ça va quand même réussir à apaiser un peu, ça a réussi déjà à apaiser un peu les tensions pour le coup, et à faire que la fanbase est de nouveau concernée, donc tant mieux. On va pouvoir un peu revendre des places et des maillots et des hot dogs, donc c'est un peu, et des pubs surtout à la TV locale. Bref, voici pour le trade de Anthony Davis du côté des Washington Wizards.
Deuxième trade qu'on va aborder aujourd'hui, le trade, l'échange de Kristaps Porzingis. Donc, l'échange en soi, les Warriors reçoivent Porzingis, tout simplement, et les Atlanta Hawks reçoivent Jonathan Kuminga et Buddy Hield. Voilà. Et puis, par ailleurs, un peu en parallèle, je pense, autre trade des Warriors qui est peut-être un peu lié en termes de flexibilité, de salaire, etc. Les Warriors envoient aussi au passage Tracy Jackson-Davis à Toronto contre un choix du second tour 2026, voilà, qui d'ailleurs appartient aux Lakers. Bref, donc ça je pense c'est un peu financier, on s'en fiche un peu. Mais donc, le trade de Porzingis contre Kuminga, on peut le résumer comme ça. Pas mal de choses à dire, c'est vrai que le truc principal qu'on peut dire, c'est que ça y est, c'est fini pour les Warriors apparemment au niveau de Giannis, hein, c'est un peu l'idée. Sachant que Kuminga était la cartouche en termes de salaire qui permettait un peu de faire marcher en partie ce trade. Je pense que s'ils ont dégainé ça, c'est que, grosso modo, ils abandonnaient un peu la piste. Ou alors, ils se disent aussi peut-être que, au final, on peut aussi donner Porzingis aux Bucks, un truc du genre Porzingis plus Draymond Green aux Bucks, et sachant que Draymond pourrait être rééchangé et Porzingis est en fin de contrat. Donc peut-être que les Bucks pourraient aussi être intéressés par ça, de voilà, on est nul, on veut pas de contrat, ok. Bon, apparemment, les Bucks sont pas trop intéressés. Ils ont déjà communiqué aux Warriors qui sont pas intéressés par leur package. Mais on a aussi vu des news justement pour dire, en fait, s'ils ont appuyé sur la gâchette, les Warriors, c'est que le cas Giannis, ça semble être coincé et fini pour Golden State. Est-ce que c'est fini pour les Wolves ou pour le Heat ? C'est pas sûr. Mais pour le Golden State, en tout cas, c'est pour ça qu'ils ont enfin appuyé sur la gâchette. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que au final, Kuminga n'avait plus tant que ça de cote sur le marché, ça pour le coup tout le monde le sait, et plus les semaines passaient, plus moi c'était le cas d'avoir un peu une cote sur le marché parce qu'il jouait pas. Autant si on avait pu le faire jouer pas mal, un peu le revaloriser, oui, mais c'était pas le cas. Bon, on va pas revenir non plus sur Steve Kerr, sa relation avec Kuminga, etc. D'accord, mais dans les faits, en tout cas, la cote n'était pas si grande que ça, et donc c'est presque un salary dump. Mais en fait, là où c'est intéressant, c'est que eux, les Warriors, disent on l'a fait pour donner une dernière chance, ou essayer de donner une bonne chance pour Curry. Curry qui a 37 ans, on n'a plus tant de ça que de saison à jouer. En plus, Butler est blessé. Voilà, il faut quand même faire un maximum pour être au maximum compétitif le plus possible. T'as pas trop le temps de dire Butler est blessé, tant pis, on laisse passer une année et on fera plus tard. Non. Donc il y a ce move qui est fait. Eux, ils le défendent un peu comme ça, move sportif. Je dois dire que, pour le coup, je suis un peu intrigué. Intrigué. En tout cas, les résultats potentiels de cet échange peuvent être très polarisés. La variance peut être très grande, je veux dire. C'est-à-dire que tu as un scénario kata où Porzingis, pourquoi est-ce qu'il est disponible pour seulement Kuminga, qui vaut pas grand-chose, parce que blessure, mais surtout le virus, le fameux virus, cette maladie bizarre qui fait que il joue pas trop, il a pas joué l'an passé, pas tant que ça, et là il est encore embêté par ça. Donc il y a le risque en fait que le mec ne joue pas. Donc ça, en termes de variance, on a un scénario pessimiste qui est très très bas pour le coup. Et en fait, tu as juste échangé Kuminga pour 3 mois ou 6 mois de Porzingis et ensuite la valeur s'évapore et il reste plus rien. Donc là, dans ce cas-là, ce sera un échec parce que tu avais signé Kuminga pour le rééchanger, mais donc pour le fameux principe de rétention de valeur. Or, si la rétention de valeur, elle se fait pas. Si Porzingis c'est une cata, la valeur s'évapore 6 mois plus tard, ça n'aura servi à rien et tu auras perdu des dollars que tu voulais un peu conserver par rétention de valeur, conserver un peu une somme dans le salary cap, ça pourrait être un échec total. Donc là, le scénario pessimiste est pas si bien que ça. Par contre, il y a aussi un monde où ça marche. Déjà, ça marche pour cette année. Il peut jouer. Il est un peu laissé tranquille par son virus et en fait, il est sur pied. Et même, on va pas se mentir, c'est quand même bien sportivement. Un mec qui, s'il joue, quand il joue, il n'y a pas de problème. Quand il joue, c'est même plutôt bien. Un pivot qui shoot à 3 points. Un pivot qui, quand il est déployé dans un rôle de roamer, de libéraux défensif, non pas un poste 5 sur poste 5 et je dois défendre le post-up, je dois défendre le pick and roll, et ça il peut un peu moins bien le faire, mais on a bien vu à Boston qu'il a été sur-optimisé par Matsula, placé dans un rôle de libéraux. C'est-à-dire loin de l'action, tu as la liberté de venir aider au panier. Dans ces saisons-là, il a fait des scores de protection de panier géniaux, mais parce que c'est pas un vrai rôle d'encre défensive, c'est plutôt le libéraux. Bref, là-dedans, il peut exceller également. Surtout quand tu as un mec comme Draymond Green, pour l'instant, Warriors, qui lui, quand il faut prendre le pivot adverse, quand il faut défendre le on-ball, il est génialissime. Donc, je pense qu'on peut retomber dans ce schéma de scénario maximum, cette fois-ci, pivot qui shoot, spacing de fou, voilà.
et défense géniale. Et en fait, c'est presque la version, enfin c'est pas presque, c'est la version Rolls-Royce de ce qu'est actuellement Quinten Post. En fait, Quinten Post est utilisé exactement comme ça. C'est-à-dire que Post en tant que vrai poste 5, non. Par contre, Post, le 3 points, et de l'autre côté, il est plutôt utilisé sur des... Enfin, en défense, il est placé sur des non-shooters ou sur des petits. Comme ça, il peut un peu venir rôder en français autour du panier, dans ce rôle de libéraux. Voilà. Grosso modo, les Warriors se sont payés un Quinten Post beaucoup plus fort. Donc rien que sur l'aspect sportif court terme, 2026, ça peut être cool. Après, on va pas se mentir, est-ce que cette équipe des Warriors peut, en l'état et sans Butler, prétendre au titre ? Je ne pense pas. Par contre, pour continuer un peu, poursuivre le scénario maximum, pour dire à quel point il peut être cool, c'est que tu as échangé Kuminga dont tu ne voulais plus. Alors certes, les options étaient limitées, mais Porzingis, tu récupères ses bird rights, tu récupères ses droits. Grosso modo, il a toujours été sous contrat, donc tu as ces full bird rights, ce qui fait que tu peux prolonger Porzingis en dépassant le cap. Tu as ses droits complets. Donc ça, c'est quand même un truc assez intéressant, je trouve, parce que ça veut dire que l'été prochain, et donc potentiellement pour l'an prochain, tu auras Curry, tu auras Butler, on l'espère, sur pied, peut-être aussi toujours Draymond Green, Moses Moody est encore sous contrat. Tu pourras faire un peu tes emplettes sur la free agency, alors peut-être pas avec du cap space, mais avec notamment la mid-level ou des trucs comme ça. Et tu peux aussi te dire, on a les droits, on peut prolonger Porzingis. Évidemment, l'objectif, ce serait pour moins cher. Mais je pense que vu là où il en est dans sa carrière, Porzingis, il est plus trop en mesure de demander beaucoup, vu les 2 saisons 25 et 26, il sort de blessures blessures ou absence assez répétées. Donc je pense qu'il y a peut-être même moyen de dire, on le re-signe, pas pour 30 millions, peut-être pour 15, peut-être pour 20, peut-être pour 22, 24. Bon, ça fait cher, mais comme dit, il y a toujours ce truc de dépasser le cap et tu peux lui donner de l'argent. Et, au pire du pire, tu dépasses le cap et en fait tu refais une Kuminga, mais peut-être en plus attrayant. Tu refais une Kuminga dans le sens, on te prolonge, tu deviens donc une cartouche pour un échange, et peut-être que quand il y aura une prochaine superstar sur le marché, ou une star, ou n'importe, en fait, tu le prolonges, et si ça marche pas, tu mets un pic plus Porzingis, tu peux obtenir un bon contrat en échange. Ou tu mets, je sais pas quelle superstar pourrait être sur le marché d'ici 6 mois ou 1 an, tu mets Draymond Green plus Porzingis, et admettons que tu prolonges Porzingis pour 20 millions, ou un truc comme ça, plus Draymond Green qui est aussi au 20 ou 25, je sais plus. Voilà. Ça te fait un package avec pour aller chercher un mec à 40 millions, par exemple. Ou alors juste Porzingis, tu l'échanges pour aller chercher un pivot, ou pour aller chercher un autre pivot, je veux dire, ou pour aller chercher 2 3&D. Vous voyez un peu l'idée. Donc je pense que c'est un peu sous-coté, je trouve, c'est que dans le scénario maximum, tu as l'option, sportivement c'est cool, cette année, mais aussi l'an prochain, avec donc Butler, Curry, Draymond, et le spacing d'un poste 5, et la défense du poste 5 Porzingis au panier. C'est quand même génial. Et aussi, tu as aussi tu as le scénario où, en le re-signant, puisque tu as ses droits, tu recrées une cartouche de trade. Et donc peut-être que on va se retrouver dans 1 an, il n'y aura plus Porzingis dans le roster, mais il y aura, alors je sais plus qui, j'ai pas de nom en tête évidemment quand je parle un peu comme ça à l'improviste, mais Jarrett Allen peut être disponible sur le marché. Imaginez que Jarrett Allen, par exemple, tu re-signes Porzingis, ça marche pas trop, mais tu as quand même la cartouche Porzingis à 20 millions, tu attaches un petit contrat ou deux, tu arrives au 28 ou aux 28 millions auquel sera Jarrett Allen l'an prochain, hop, tu fais un trade, tu mets un pic là-dedans, et tu vas chercher Jarrett Allen. Vous voyez, je pense que c'est quand même à garder en tête. Et ça m'étonnerait pas que les Warriors, s'ils ont fait ce trade, c'est pas que pour 3 mois de Porzingis. Et l'idée, c'était aussi de récupérer ses droits et de faire ce genre de choses. Donc, il faut s'attendre, je pense, à les voir lui offrir, à lui offrir une prolongation de contrat. Même, je pense qu'on peut espérer côté Warriors qu'il n'aille pas en free agency, qu'on lui offre une prolongation un peu en interne, comme on a vu cet été. C'est-à-dire que vous avez bien vu que le 1er juillet, il n'y avait plus personne en free agency. Tout le monde a signé des prolongations fin juin. Donc, je pense que ça pourrait être un peu pareil pour Porzingis. Après, il faut que tout le monde se mette d'accord. Si Porzingis et le camp Porzingis sont en mode non, nous on veut absolument prendre une grosse somme et un contrat long, là effectivement t'es un peu coincé. T'as peut-être pas intérêt à lui donner 30 millions par an sur 5 ans. Non. Je me dis que à ce stade de sa carrière, Porzingis pourra accepter soit moins d'argent, soit un contrat court. Tu peux aussi vendre ça à Porzingis, lui dire allez ok, on te donne 25 ou 30 à la limite, sachant que le cap va continuer à augmenter. Donc 30 millions aujourd'hui. 30 millions pour 2027 ou 2028, c'est pas 30 millions en 2024. Donc il y a ça aussi. Mais tu peux quand même argumenter de bon, on te donne beaucoup d'argent, mais contrat court, par contre, on te donne que 2 ans, et on peut te convaincre en mode
tu pourras peut-être ailleurs être titulaire, mais regarde, il y a quand même Butler, il y a quand même Curry, tu peux rester avec nous. Donc vous voyez qu'au final, je fais exprès de décrire un peu en longueur, mais parce que je trouve que la variance, elle est assez grande. La variance, alors en plus ça colle bien aux Warriors avec leurs 3 points et leur jeu à variance justement, mais non, mais les scénarios maximum est quand même très très au-dessus et très loin du scénario pessimiste qui lui est très très mauvais. Donc c'est dans ce sens que je peux comprendre toutes les opinions à propos de cet échange et de Kuminga, de dire bah mince, on a totalement sous-utilisé et finalement ça a servi à rien Kuminga. Mais je peux aussi comprendre les gens, et je suis un peu d'accord, de dire oui mais attendez, il y a peut-être un scénario où Kuminga qu'on a lâché, c'est pas grand chose, et on l'a quand même transformé en un mec qui potentiellement va nous aider cette année, et peut-être même l'an prochain. Moi je dois dire, alors je suis peut-être optimiste, hein, mais une itération des Warriors avec Butler, Curry, Draymond et Porzingis, c'est quand même pas mal. Le problème, c'est que ça laisse pas tant d'argent que ça pour le reste, pour construire le reste de l'effectif. Donc il y a quand même Moses Moody, mais bon, par exemple, Bud Hield, qui était sympathique à 9 millions par an, sur encore 3 ans, bah, c'est vrai que ça faisait un joueur de rotation, mais que tu ne l'as plus, du coup. Donc là encore, je vais essayer de... Mince, qu'est-ce que j'oublie côté Warriors, laissez-moi 2 secondes. Bon, alors Ford, oui, effectivement, on est sur du court terme, hein, il est encore sous contrat de 2 ans, mais bon, il sera encore là l'an prochain. Podziemski, c'est aussi l'avantage de pas avoir fait l'échange de Giannis, c'est que t'as encore Podziemski. Alors, c'est pas parfait, je pense qu'on peut le dire. Mais voilà, Quinton Post, Will Richard aussi, surtout, c'est un bon joueur de rotation. Donc, on n'est peut-être pas sur un truc évident, mais on n'est pas si loin que ça à 1 ou 2 signatures près, de faire des très bons coups sur des contrats minimum ou pas loin. On n'est pas loin de... Ouais, en fait, ça peut être très cool, quoi. Ça peut être très cool pour les Warriors l'an prochain. Parce que voilà, on parle de reprolonger Porzingis si ça se passe bien. Bah pour le coup, ça ferait encore 50 millions, Draymond 20 ou 25, et donc éventuellement Porzingis qui est à 20 ou 25 aussi. Donc ça fait quand même 4 contrats majeurs. Vous voyez bien que ça laisse assez peu d'espace pour autre chose, quoi, pour des petits contrats. Heureusement, Moses Moody a une belle valeur parce qu'il a été prolongé pour pas cher du tout, pour encore assez long. Will Richard, la chance, et Quinton Post, c'est des contrats rookies, donc c'est très peu cher. Mais je suis pas sûr que les Warriors puissent accéder à la mid-level l'été prochain. Parce qu'ils sont dans les aprons assez hauts, ils sont hard-capés, etc. Mais voilà, là d'ailleurs, ils sont actuellement à 61 millions de taxes, notamment, de taxes payées par le propriétaire. Donc pour l'instant, il accepte, tant mieux, et je pense qu'il va accepter pour la fin de Curry, on espère en tout cas. Mais voilà. D'ailleurs, tiens, notre ami Yossi Gozlan, je répète, Yossi, Y-O-S-S-I, Gozlan, G-O-Z-L-A-N, allez le suivre, un peu expert salary cap, nous dit que voilà, Porzingis est éligible à une prolongation jusqu'au 30 juin, et jusqu'à 3 ans. Je pense que ça peut se faire. Et voilà. Bon, bref, pour le coup, voilà pour la situation Warriors. Au niveau Atlanta, c'est vrai que ce qui était un peu surprenant pour moi au réveil, c'est de dire, bah mince, les mecs, ils voulaient du cap space, et pourtant, ils ont échangé leur cartouche qui allait leur donner du cap space. C'est-à-dire que McCollum aux Hawks, on l'a pris parce que 30 millions de contrats expirants. Ok, première cartouche. Deuxième cartouche, c'était Porzingis, qui était aussi un contrat expirant. Donc on s'était dit, ok, ils auront beaucoup d'espace. Bon, le problème, c'est que là, Porzingis n'est plus là, donc tu n'as plus un contrat expirant. On va y arriver, il y a des nuances. Mais surtout, McCollum, en fait, le contrat est déjà pris. Quand McCollum, le contrat va disparaître, Dyson Daniels, qui est pour l'instant ce contrat rookie pas cher, il a déjà signé son prochain contrat de manière anticipée. Et l'an prochain, donc les 30 de McCollum seront plus là, mais remplacés automatiquement de suite par les 25 de Dyson Daniels. Donc là, en l'état, on peut se dire, bah mince, Atlanta qui nous avait dit qu'il visait un peu, dans le trait de triangle, ça visait un peu la free agency et notamment du cap space, ils l'auront pas. Ils auront pas grand-chose. Bon, au final, la situation est un peu plus complexe que ça, dans le sens où je pense que c'est un pari. Je pense que c'est un pari côté Atlanta parce que, en fait, tu as les 2 portes qui sont ouvertes. Donc tu peux choisir celle que tu veux. Première porte, c'est en vérité Kuminga, et c'est pour ça que le contrat a été structuré comme ça. C'est fait exprès. Les Warriors n'ont pas fait n'importe quoi. On en a beaucoup parlé l'été dernier. Proposer un contrat court avec en plus une team option, donc c'est ça la clé. Et comme ça, tu peux l'échanger. C'est ce qui a été fait. Tu peux l'échanger contrat court. Les équipes n'ont pas peur. Et en plus, il y a cette porte de sortie. Il y a une team option. Donc, il y a cette première porte dans laquelle tu peux aller. C'est on fait un échange Porzingis contre Kuminga. Et de toute façon, ça ne change rien puisque l'an prochain, il a une team option à 25. On ne la prend pas. Donc au final, tu passais de 30 millions de cap space qui allait arriver à 25. Bon, il y a quand même ça comme option. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit aussi que apparemment le contrat de Buddy Hield qui est à 9 millions pour 3 ans, enfin 2 ans et demi maintenant du coup, apparemment il est garanti qu'à hauteur de
3 millions. Donc si tu le coupes, il n'y a que 3 millions qui restent dans le salary cap. Bref, au final, tu peux tout de même, dans ce premier scénario, te dire on échange Porzingis, mais on récupère à peu près la même somme en termes de cap space. D'ailleurs, il y a aussi, au passage, le contrat de Kennard aussi, qui est un contrat finissant à Atlanta. Donc, vous voyez que quand on met tout bout à bout, tu avais déjà les 11 de Kennard qui va arriver en fin de contrat. Et en plus, tu peux, si tu ne prends pas l'option pour Kuminga, avoir les 25, voire même liquider encore plus avec Buddy Hield. Mais c'est là qu'on verra la porte numéro 2. D'accord, mais si c'est pour à la fin tout de même avoir du cap space, alors pourquoi avoir fait ça ? D'autant plus que c'est pas comme s'ils avaient récupéré un pic ou deux en plus dans le deal. Hein, voilà, tu nous expliques, Guillaume, que Porzingis allait être un contrat expirant à 31 millions ou 30 et que finalement tu peux retrouver à peu près 25 avec Kuminga. Bah, pourquoi faire ça si le but c'était le space ? Je pense que c'est, premièrement, peut-être ils se disent que Buddy Hield peut les aider et que en vrai, ils ont échangé un mec qui était pas vraiment dans la rotation contre deux mecs qui peuvent l'être. Voilà, donc déjà en termes de densité et de profondeur d'effectif, c'est bien. En plus, c'est un shooter. Donc ça, je pense que premier argument, c'est de dire, en fait, le Buddy Hield peut faire une différence. Il peut être un apport, alors pas un apport de fou, mais tout de même. Il y a aussi Corey Kispert, il y a aussi Luke Kennard dans cet effectif. D'ailleurs, peut-être qu'ils se disent, on va laisser partir Kennard parce qu'on aura Buddy Hield à la place. Il y a cette réflexion aussi, de dire, on n'est pas obligé de re-signer Kennard parce que voilà, on amène le remplaçant, qui lui est déjà sous contrat pour 2 ans de plus. Voilà. Mais au-delà de cet aspect-ci, de remplacer Kennard potentiellement, il y a vraiment le sportif, il peut aider. Il peut donner du spacing. En plus, dans les schémas de Quinn Snyder, qui, souvenez-vous, la grande époque au Jazz, les sorties d'écran pour Bojan Bogdanovic, voilà, je pense qu'on peut voir pareil au niveau de Buddy Hield et ce genre de choses. Donc, sportivement, tu peux aider, c'est le premier apport. Deuxièmement, je me demande aussi à quel point c'est pas que pour ça. C'est peut-être c'est que pour ça. Peut-être que c'est que de, tiens, on aura quand même du cap space et on a un remplaçant pour Kennard. Je me demande à quel point ils veulent pas un peu secrètement peut-être tester Kuminga. Et pour le coup, ça coûte rien, quoi. Ça coûte pas cher. Porzingis n'était pas vraiment dans la rotation en termes de nombre de matchs, en tout cas. Enfin, en termes de statut, oui, mais comme il n'était pas là, de facto, tu perds pas grand-chose. Et tu ne sacrifies pas le cap space potentiel, mais pendant 6 mois, tu peux le tester. Tu peux voir, est-ce que Steve Kerr était dans le faux total ou pas, et est-ce qu'on pourrait pas arriver à faire un truc, quoi. Donc, je pense que c'est le prix à payer pour ce test et ce risque, il est néant. Voire même, il n'existe pas. Il n'y a aucun risque pris parce que c'est juste, tu te payes un remplaçant à Kennard. Et je suis assez intrigué de voir comment est-ce qu'on peut le faire évoluer. C'était quand même assez frustrant au niveau des Warriors. Dieu sait que je n'étais pas fan de Kuminga à la draft. Dieu sait que j'aurais préféré que les Warriors échangent le pick ou ne piquent pas lui. Dieu sait qu'on lui a aussi fait beaucoup de reproches sportivement. A raison à mon avis. Dieu sait que le développement, le potentiel maximum est plus bas que ce que certains pensent ou pensaient à une époque parce qu'il manque certains outils assez importants en termes de lecture de jeu, de capacité motrice, en termes de toucher de balle, bref. Mais c'était quand même très frustrant. Je pense qu'on pouvait faire beaucoup plus avec Kuminga. Je veux dire, c'est un mec qui a une explosivité de fou, c'est un mec qui peut faire du drive quand tu lui donnes un bon spacing, alors pas parfait le drive, mais quand même un peu plus qu'actuellement. C'est un mec que tu peux aussi utiliser sur des stampede action, c'est-à-dire il peut driver avec déjà un décalage de base, de type on fait un pick and roll sur l'aile gauche, toi t'es sur l'aile droite, on vient fixer, on vient attirer le défenseur sur l'aile droite et donc il est loin de toi, hop, tu balances à Kuminga qui peut attaquer avec déjà un décalage, drive, un spot-up drive, stampede drive. Bref, en fait tu peux faire quand même plein de choses. Pareil pour tout ce qui est jump ball et pose d'écran, c'est pas la folie. Mais tout de même, je pense qu'on aurait pu l'utiliser beaucoup plus et beaucoup mieux aux Warriors. Et en fait, ce qui est frustrant aussi aux Warriors, c'est que malgré toutes les limitations et les reproches qu'on peut lui faire, il y avait des fois où il était pas mal, il était bien utilisé, et certes limité, mais bien utilisé. C'est juste que ces promesses ou ces flashs, on les voyait par moments et parfois pas utilisés du tout. Et ça, c'était pas bien. Il y avait aussi la fameuse fin de saison 2024. Souvenez-vous, il devient titulaire avec Draymond. Et les Warriors, fin de saison 2024, retrouvent quasiment la meilleure défense de NBA. Et Kuminga y était aussi pour beaucoup. Alors pas en mode, c'était lui qui est responsable de la défense, évidemment pas. Mais il s'inscrivait totalement dans les schémas de stunt, de rétrécir l'espace, de venir protéger la raquette avec des rotations très tôt dans la possession pour, en fait, on veut être dans la raquette avant que le mec puisse se dire je peux pénétrer, comme ça force la passe à l'extérieur, etc. Donc je pense que en vrai de vrai, est-ce que j'y crois pour Kuminga, pour que ça explose, ou que ça devienne un très bon joueur de suite à Atlanta ? Pas forcément. Mais ça vaut le coup de tester. Ça vaut le coup de tester parce que c'est un profil qui défensivement correspond totalement à ce que veulent faire les Hawks actuellement,
avec ce type de profil très grand, très long. Et grosso modo, je pense qu'on pourra avoir affaire à un type d'équipe, vous savez, un peu type le Magic 2024, ou un peu les Pelicans aussi qui étaient comme ça, c'est-à-dire une défense qui potentiellement peut devenir top 10 ou top 5 sans pivot transcendant. Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire ça. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de un pivot pour être le référent et pour absorber les tirs au panier, etc. Alors, Gobert, ça marche encore, ou il y a des joueurs avec qui tu peux répliquer ce schéma. Mais dans la NBA de 2026, où finalement, ce qui compte, c'est qu'il y a plus en plus d'espace en attaque. Donc, en défense, il faut gérer l'espace. Donc, la défense, aujourd'hui, elle est beaucoup plus sur le plan horizontal. Tu peux aussi devenir une défense, même parfois d'élite, sans pivot transcendant en rim protection. Et je pense que ça se fait avec des mecs qui font des stunts, des mecs qui occupent l'espace, qui font des X-out, qui font des close-out, qui font... Voilà, vous voyez, il y a un peu ce côté occupation de l'espace, quoi. Et je pense que Kuminga peut aller là-dedans. Donc, je ferme pas la porte à Atlanta qui teste et Atlanta qui se dit, tiens, c'est intéressant. Ça peut être intéressant. Et au pire, ça marche pas. Team option, on la prend pas. La porte de sortie, merci, bonsoir, désolé, mais ça colle pas. On retrouve le marché, voilà. Et puis, pareil aussi pour Kuminga. Alors, si Atlanta, ça marche, bah, tant mieux. Si Atlanta prend l'option et que lui, il veut pas, bon, bah, tant pis. Et ça, t'avais qu'à pas signer le contrat. Enfin, t'avais qu'à pas. C'est comme ça. T'as signé un contrat avec une team option, tu as signé en abandonnant un peu ton choix. Mais il y a aussi un monde où tout le monde se quitte bons amis en disant bon voilà, merci, c'était juste une période de transition, nous on voulait juste se débarrasser de Porzingis, on a fait un test, ça n'a pas marché, et Kuminga devient free agent l'été prochain. C'est possible aussi. Il y a aussi le cas où finalement ça marche tellement bien que les mecs à Atlanta disent ok, on prend pas l'option, on te donne pas les 25 millions l'an prochain, mais on prend pas l'option pour te donner un nouveau contrat. Ça peut se faire aussi. Et ça, il faut s'entendre en amont. Avant le 1er juillet, c'est un peu comme Van Vliet. Vous voyez, Fred Van Vliet, je crois qu'il avait les Rockets n'avaient pas levé l'option à 50 millions et ils avaient négocié avant. Ils lui avaient dit on prend pas l'option, mais par contre on te donne un nouveau contrat de plusieurs années. Voilà. Donc ça ça peut arriver. Mais globalement, je pense qu'on est plutôt sur le cas de un pari pas cher, plus Buddy Hield qui peut aider. Et au pire, du pire, les Hawks auront le cap space qu'ils voulaient depuis le début. Donc c'est pas si mal. Est-ce que j'aurais préféré potentiellement avoir éventuellement un pick ou deux dans l'affaire, vu la cote de Kuminga ? Peut-être. Mais en même temps, on a vu que ce front office n'était pas non plus la folie pour négocier des picks. Vous avez vu que Trae Young est parti pour rien et on le regrettait. Là, ils acceptent de prendre Kuminga et sans rien non plus en retour. Bon, j'aurais pas dit non à un pick du deuxième tour ou deux. Mais ils sont pas arrivés, c'est pas grave, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et puis, d'ailleurs, au passage, on peut dire aussi, pour le coup, le scénario un peu secret, et peut-être une des raisons pour lesquelles ils ont fait le trade aussi, mais en vérité, Porzingis, cet été, c'était fini. Fin de contrat, il s'en va. Donc en juillet, tu pouvais pas l'échanger. Et d'ailleurs, en juin non plus. Kuminga. Sachant que Giannis, le trade en février, ne se faisait pas et n'allait pas se faire. Mais on sait que Milwaukee préfère attendre peut-être l'été prochain parce que les équipes auront plus de pics, les pics 2033 vont se débloquer pour tout le monde. Mais donc, je dis un truc comme ça, mais Porzingis, la cartouche à 30 millions, t'aurais pas pu l'utiliser cet été dans un trade de Giannis. Ça aurait pu se faire en février, mais pas cet été. Là, Kuminga, lui, techniquement, tu pourras prendre l'option, il sera à 25 millions, et tu pourras l'échanger. Donc en fait, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais sachant que les Hawks ont ce fameux pick des Pelicans, qui potentiellement est le first pick, on peut totalement imaginer que ça peut se faire un trade avec donc Kuminga qui sera à 25, Corey Kispert qui est à 14, Rizaché qui est à 13, vous voyez, peut-être même Onyeka Okongwu qui est à 15 aussi, qui a un bon contrat, encore relativement jeune pour les Bucks, qui peuvent aussi pas mal aimer, plus des rookies genre Hassanouel ou des mecs comme ça, ou sinon le first pick, ou le pick numéro 2, 3, 4, 5, je sais pas. Mais en vrai, j'en parle, je prends pas beaucoup de temps, mais c'est potentiellement un scénario de dire on utilise aussi Kuminga pour être une cartouche d'échange, alors pour Giannis ou pour autre, mais notamment pour Giannis. C'est vrai que si, imaginons que tu es le first pick, est-ce qu'on peut imaginer first pick ou top 3 voilà. Ils ont drafté Dibansa, tu proposes à Milwaukee Dibansa qui n'a pas encore joué une seule minute NBA, qui est rookie, plus Kuminga pour faire le nombre, plus Okongwu, plus Hassanouel qui vient d'être drafté, plus Rizaché qui est le first pick il y a 2 ans. C'est pas mal comme offre pour Giannis au final, en vrai de vrai. Donc voilà, à garder peut-être dans un coin de la tête ce scénario loufoque, mais pas totalement improbable. Enfin si,
Improbable, mais pas impossible. Le troisième trade dont on voulait parler aujourd'hui va concerner le Oklahoma City Thunder, le champion en titre qui, ça y est, a fait un move, ils ont bougé, et le move en question, en plus, a été assez surprenant. Pour le coup, alors, on peut en tirer pas mal de choses de ce move, mais donc, le move en question, c'est le fameux Jared McCain, depuis les Sixers, qui rejoint OKC, et OKC paye pour l'avoir. OKC paye un choix 2026, donc de cette année, des Rockets, un choix du premier tour des Rockets qu'ils avaient de je ne sais plus quel trade, sans doute Westbrook, je pense, ou un truc comme ça. Voilà, donc grosso modo, nos amis du Thunder payent un pick pour McCain niveau Sixers. Et là, on a quand même plein de choses à dire. Le premier, fun fact très rigolo, c'est que c'est la première fois depuis 10 ans, plus de 10 ans, que Sam Presti dépense un pick pour un joueur. Il a déjà donné des picks pour dumper un tel ou un tel, mais ça fait 10 ans qu'il n'avait pas offert un choix du premier tour pour s'acheter, entre guillemets, s'acheter un joueur. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que tant mieux qu'il ne le fasse pas souvent, parce que c'était Dion Waiters à l'époque. Au niveau de la deadline 2015, c'était, vous savez, le fameux échange à plusieurs là, avec OKC, Cleveland, New York. Donc on a notamment Shumpert qui va à Cleveland, et Cleveland donne aussi du Dion Waiters côté OKC. Il y a Enes Kanter aussi qui arrive à cette deadline. Bref, depuis Utah, cette fois-ci, mais voilà. Bon, ça c'est juste pour la blague, pour le coup. Évidemment, j'espère que ça va se passer mieux pour McCain que pour Dion Waiters. Si on commençait déjà, on savait déjà Dion Waiters même à la draft que c'était pas un bon coup. Mais voilà, blague à part, c'est vrai que donc c'est quand même assez notable. Ce fun fact, c'est la première fois qu'il paye pour avoir un joueur. Bon, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, en un sens. On peut dire waouh, ça montre ils ont gagné le titre 2024 sans le faire quoi. Après, on peut aussi dire, bon, est-ce que tu aurais pas pu le faire aussi pour le cycle avec Kevin Durant ou même Westbrook et Paul George Bon, bref, ceci est une autre histoire. Mais donc, ce qui est peut-être le plus étonnant, je dirais, on peut traiter leur cas en premier, c'est les Sixers. Les Sixers qui font ce trade. Et c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que, potentiellement, il y aurait des blessures là-dessous? Peut-être. On sait qu'il a fait 20 ou 30 matchs en tant que rookie l'an passé et fin de saison. Donc on avait été assez frustrés parce qu'en plus il aurait été rookie de l'année, je pense, s'il avait continué comme ça. Et bon, blessure de l'an passé, plus cette année ça revenait, mais ça revenait assez difficilement. Donc on se dit, est-ce que potentiellement c'est le dossier médical qui fait que les Sixers sont un peu moins chauds et qu'on abandonne assez tôt, quoi, au final. Un peu comme on a dit, Garland hier, Garland qui a été abandonné comme projet à Cleveland, je pense qu'il y a peut-être de la blessure là-dessous qu'on ne connaît pas et qui est peut-être un peu plus grave que ce qu'on pense, peut-être. Et c'est vrai qu'en plus, cette année, au-delà de blessures, en fait, c'est juste qu'on ne voyait pas le même McCain. On voyait un mec qui, alors récemment, ça allait un peu mieux, mais c'est quelqu'un qui était, voilà, il jouait beaucoup moins, quoi. L'an passé, il était à 26 minutes par match. Cette année, sous Nick Nurse, toujours Nick Nurse, 17 minutes par match, à peine. Pas titulaire et même pas trop dans la rotation. 6 points de moyenne plutôt que 15 de l'an passé. Bref, vous voyez bien qu'il y avait un côté, est-ce que potentiellement, c'est les Sixers qui ne croient plus au projet ou pas? Deuxième piste, il y a aussi le fait que les Sixers, peut-être, ils voulaient vraiment... ils se sont dit, on l'aime bien, mais si on peut gagner un peu en flexibilité avec des pics, ça peut être cool. Nous aussi, on a une équipe qui vise le titre, etc. Récolter des pics pour McCain, ça peut être cool. Notamment, ils ont eu un pic du premier tour. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal un pic du premier tour. 2026 des Rockets, c'est un peu ça le problème. On peut apporter les nuances de suite sur cet argument, c'est que le pick 26 des Rockets, ça va être un pick 24e, quoi. 24 ou 26, je pense, un truc comme ça. Mais clairement, les Rockets étant une bonne équipe, ça va pas être un pick qui est très haut. Et du reste, c'est 3 choix du second tour. Donc c'est bien en termes de profondeur. Après, j'avoue que moi, un mec comme ça, qui a montré de telles promesses, j'aurais peut-être bien voulu le lâcher pour un peu plus que ça. Si on me dit, ok, McCain, on n'a pas envie de s'en débarrasser, mais il peut nous obtenir 2 ou 3 picks du premier tour, j'aurais dit, ah ouais, ok, intéressant. C'est un sacrifice peut-être qu'il faut faire pour... Ensuite, ces picks, toi, tu les réutilises dans tel ou tel move, pour aller chercher un role player, pour les chercher... D'accord. Là, c'est pas trop le cas. Troisième possibilité, un move financier. C'est-à-dire, on connaît le propriétaire, Josh Harris, il aime pas payer la taxe. Chaque année, il dit à son GM, il faut que tu dégraisses de quelques millions, je ne veux pas payer la taxe. Et le problème, c'est que Daryl Morey, c'est à beau être un génie, il peut pas toujours sauver l'affaire, quoi. L'an dernier, il a fait un coup de maître en se débarrassant de Caleb Martin contre Quentin Grimes. Ok, super coup. Alors qu'à la base, c'était une motivation financière.
Là, il a pas pu. Alors, il s'en tire pas mal, c'est quand même quelques pics, mais bon, c'est un peu décevant. Mais là où je veux apporter une nuance sur cet aspect de c'est juste un move financier, on n'est pas surpris. Pour moi, c'est financier bien sûr, mais il y a quand même un aspect de... Il y a quand même un choix qui est fait. Dans le sens où le Paul George vient d'être suspendu, donc avant la suspension, il fallait faire 7 millions pour descendre sous la taxe. 7 millions. Après la suspension, les Sixers ont récupéré via la suspension et donc suspension non payée, 6 millions. Donc, entre guillemets, il n'y avait plus que à échanger quelques millions à peine par-ci par-là, ou même, voire même à couper Eric Gordon, par exemple. Tu coupes Eric Gordon et en fait, quasiment t'y étais au niveau de la taxe. Donc, j'avoue que je comprends que certains puissent dire que c'est un move financier, mais je suis d'accord, mais je pense qu'il y a quand même une donnée c'est quand même un vrai choix. Je pense qu'il y a un choix, en partie, peut-être mineur, mais en partie, de quand même se débarrasser de McCain, parce qu'il y avait d'autres moyens de faire. On peut dire aussi, je fais un peu les arguments pour et contre, on peut me répondre à ce moment-ci, oui, mais peut-être que les équipes NBA ne voulaient pas des gens que tu proposais. Peut-être que personne voulait bon, évidemment Eric Gordon, d'accord, mais personne, ni même Brooklyn, Washington ou des mecs comme ça, n'acceptaient d'encaisser le contrat de Eric Gordon ou de mecs comme ça gratuitement, et que les Sixers ne voulaient pas mettre un pic pour qu'une équipe en face encaisse ça, d'accord. Peut-être que Drummond, c'est pareil, Drummond qui était à 5 millions. Drummond, c'était l'occasion parfaite, t'échanges Drummond, tout est sauvé, quoi. Peut-être aussi que, pareil, personne ne voulait Drummond, ou que les Sixers ne voulaient pas engager un choix du deuxième tour, ou 2 ou 3, pour que quelqu'un prenne Drummond. Ça, c'est possible aussi. Après, pareil, Kelly Oubre ou des mecs comme ça, je pense qu'il y avait des moyens. Moi, c'est ma conviction. À mon avis, il y avait des moyens d'atteindre de passer sous la taxe sans sacrifier carrément McCain. Mais je peux entendre qu'on me réponde, mais peut-être qu'ils ont essayé, mais qu'ils n'y sont pas arrivés. Peut-être, en effet. Mais à ce moment-là, c'est donc une mauvaise décision de se dire non, on préfère ne pas mettre 3 tours de draft. Je reformule, pardon. Si une équipe tente de me faire du chantage en mode tiens, on sait, en fait, t'as aucun pouvoir dans la négociation puisque on sait que ton propriétaire te force à vendre. Donc en fait, moi je veux bien prendre Eric Gordon ou Drummond ou les deux, mais il faut me payer cher, quoi. T'as pas le pouvoir, t'es obligé. Je sais que t'es obligé. Donc donne-moi 3 second tours de draft. Je crois que j'aurais préféré les donner plutôt que donner McCain, quoi. On va y venir aussi, mais McCain, enfin, le sportif, le côté salaire, etc. Je pense que c'est une erreur. Après, à quel point c'était réel ou pas? À quel point est-ce que, justement, comme ils n'étaient pas en position de force, les équipes en face ont abusé en mode non, donne-nous carrément un choix du premier tour pour qu'on prenne Drummond. Bon, là, je peux peut-être un peu comprendre, quoique. Et puis, l'autre aspect, c'est on me dit, oui, mais bon, en fait, le propriétaire voulait pas payer de taxes, donc il fallait dégraisser. Et en plus, peut-être qu'ils ont essayé de dégraisser les autres, ils sont pas arrivés. Et donc, il fallait bien le faire. Et surtout, il fallait le faire parce que il fallait aussi transformer en vrai contrat, les joueurs en two-way que sont Jabari Walker et surtout Dominique Barlow. Moi, je veux bien, et Dieu sait que je les aime, les deux sont dans ce que j'appelle ma All Hipster Team. Tous les ans, je sélectionne les joueurs un peu sous les radars que j'aime bien, qui je pense peuvent faire carrière, etc. Donc, je les aime beaucoup les deux. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas ça, au contraire. Le seul truc, c'est que si tu me dis, est-ce que tu préfères garder McCain et perdre Barlow et Jabari Walker, ou bien l'inverse, pour moi, il n'y a pas photo. Vraiment, pour moi, il n'y a pas photo. Donc, vraiment, j'ai du mal à penser que ce n'est que un move financier et que ce n'était que la seule option pour les Sixers. Oui, évidemment que Philly veut dégraisser comme tous les ans, mais je pense qu'il y a peut-être plus que le simple financier. Peut-être qu'il y a un vrai choix, peut-être et un mauvais choix. Mais vous voyez, j'ai fait exprès un peu de développer, mais je pense qu'il y avait d'autres options pour arriver au but. Bon, peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils ont tout essayé, qu'ils ne sont pas arrivés. Donc, le seul truc qui avait un peu de valeur, c'était McCain, peut-être. Mais j'avoue que j'ai du mal à y croire. Et donc, je me dis, peut-être qu'il y a une blessure là-dessous qui est un peu forte. Peut-être aussi que ça ne colle pas du tout avec la philosophie de Nick Nurse et que du coup, il se dit, pour nous, il a moins de valeur parce qu'il ne défend pas assez bien et patati et patata. Mais la perte d'un shooter comme ça et d'un potentiel et en plus d'un contrat rookie payé pas cher enfin bref, c'est quand même assez compliqué. Assez incompréhensible, pardon. Et vraiment, j'insiste, mais j'aime beaucoup Barlow et Jabari Walker, mais je crois que je préfère ne pas les convertir et donc les perdre, ne pas les convertir en vrai contrat et les perdre,
plutôt que perdre McCain, quoi. Surtout dans la situation contractuelle des Sixers où le cap est bouché, t'as besoin de jeunes joueurs et surtout de contrats rookies, t'as besoin de shoot et de talent pur comme ça en termes de création un peu secondaire. Bref, c'est quand même un choix un peu discutable. Mais peut-être que je me trompe sur le côté, il y avait un choix. De l'autre côté, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus trivial, même si j'apporterai des nuances après. Mais c'est vrai que côté OKC, c'est le rêve. C'est le rêve dans le sens où, premièrement, le talent pur. Ça, il n'y a pas trop de soucis. C'est une opportunité en or que personne pensait ne pouvait être disponible. Le talent pur, évidemment. Modulo ce qu'on a dit. Si les blessures sont graves ou pas, si on peut retrouver le bon joueur, évidemment, c'est modulo ceci. Mais premier élément, le talent pur et surtout le shoot dont ils ont besoin. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est un mec qui peut jouer on-ball en termes de pull-up, en termes de pick and roll, d'accord. Donc je dis ça parce que certains s'inquiètent avec la redondance de profil avec AJ Mitchell, notamment. Mais l'intérêt de McCain, c'est qu'il y a aussi la valeur off-ball. Le shoot off-ball, la fameuse relocation aussi, vous savez, les séquences où on le comparait à Stephen Curry l'an passé, parce que sur un match contre Orlando, on l'a vu bouger off-ball et re-aller dans le périmètre comme Stephen Curry. Non mais voilà, blague à part, je pense qu'il y a un peu moins redondance que ce qu'on pense, parce que Mitchell, c'est un vrai créateur, à mon avis, on-ball, qui est assez incroyable cette année. McCain, c'est shoot. Donc McCain peut s'insérer sur des line-up un peu en off-ball. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc jeunesse, talent pur, potentiel, par ça j'entends. Le shoot aussi qui manque, on le sait, à cette équipe. Peut-être le doute, c'est quid de la défense. Ça va être un peu ça, ce qui n'est pas du tout sa force, évidemment. Et la question, c'est à quel point est-ce que lui peut être utilisé sur des line-up en play-off face à des équipes qui vont le chasser. Et la question, c'est aussi quid de, finalement, avec Isaiah Joe. Quelle est un peu la différence entre lui et Isaiah Joe? Est-ce que McCain peut plus tenir en défense que ça? Est-ce que McCain peut être moins ciblé que ça? Je ne suis pas sûr. Après, bon, il y a peut-être aussi le truc de se dire, on a McCain, un peu plus talentueux, un peu moins cher, donc peut-être qu'on va pouvoir échanger à Isaiah Joe aussi. Isaiah Joe, une cartouche à 10 millions l'année pour encore 3-4 ans, c'est un super contrat, mais peut-être qu'en cas d'échange, tu peux te dire, on est un peu plus... Ok, on n'a pas envie, mais s'il faut, on peut échanger avec Isaiah Joe, maintenant qu'on a McCain qui est encore mieux et encore payé moins cher. Donc voilà. Donc bref, premier argument, c'est le talent, le shoot. Ok. Le deuxième argument, c'est que c'est une aubaine d'un point de vue contractuel, dans le sens où OKC, vous le savez, la masse salariale, puisque c'est une bonne équipe qui drafte de bons joueurs, la masse salariale ne cesse d'augmenter, mais c'est normal, c'est logique, puisque les bons joueurs, les jeunes, tu leur donnes des contrats. Les contrats, l'an prochain, vont entrer en compte les contrats signés de manière anticipée pour Jalen Williams et pour Chet Holmgren. Donc, 2 contrats max. Ce qui fait que petit à petit, il y a 2 ans, il y avait beaucoup de jeunes, plus SGA et Lou Dort, et c'est tout. Donc, le cap était largement ouvert. Là, cet été, et l'été prochain, et l'an prochain, on commence un peu, on va pas dire irrespirable, mais on commence à être blindé, quoi. On est quand même bien blindé. Donc forcément, quand tu récupères un mec comme ça dans une rotation, c'est génial. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un Christian Wallace aussi. Wallace, contrat rookie, voilà, tous les mecs en contrat rookie qu'ils ont, Topic aussi, ou Sorber, on imagine aussi un jour. Bref, là, tu récupères un mec qui est payé très peu cher, parce que contrat rookie, mais surtout, en échangeant pour lui, tu récupères l'entièreté de ses droits. Et donc, le même topo que d'habitude, tu pourras, dans 2 ans, quand la masse d'OKC, le budget salarial va continuer d'augmenter encore et encore, tu auras ce mec-là que tu pourras prolonger à volonté. Tu pourras le prolonger en dépassant le salary cap. Donc forcément, c'est, comme on le dit à chaque fois, le super pouvoir des contrats rookies. Et des mecs sur qui tu as les droits, mais surtout sur des contrats rookies, parce que de base, ils sont pas payés cher. Et en plus, tu peux les prolonger un peu comme tu veux, en dépassant le cap, et donc, en fait, garder un peu cette valeur-là. Et c'est ça qui est génial. Ça, on va dire que dans le scénario maximum, ils font ça, ils se blindent encore plus. Est-ce qu'il n'y a pas un scénario un peu plus réaliste où, en fait, ils vont commencer à laisser partir des mecs à gros contrats parce qu'ils se disent, on a les remplaçants derrière qui sont payés pas cher? Je pense à Caruso et Lou Dort. Est-ce qu'ils seront là d'ici 2-3 ans? Ou est-ce qu'on les aura laissés partir parce que, voilà, en fait, on va garder une masse salariale à peu près au même niveau sans payer de taxes, et que donc on aura McCain et Wallace payés pas cher, et on aura laissé partir les autres? Je pense que c'est possible aussi. Il faut toujours s'attendre à être déçu avec les équipes NBA, notamment avec les propriétaires un peu pingres par moment, et on sait que celui d'OKC a tendance parfois à l'être, et pas que sur le terrain, pour le coup. Mais c'est malheureusement un scénario qui existe. Regardez Memphis, on en a beaucoup parlé, mais qui a totalement explosé alors qu'ils étaient en passe d'être une des meilleures équipes de l'Ouest. S'ils avaient fait des moves pour se renforcer, ils ne l'ont pas fait. La contrainte salariale a fait que l'équipe ne voulait pas dépasser un plafond, et au final a fini par exploser. Je pense qu'OKC, malheureusement, il y a un peu scénario qui est possible. Probable même
je dirais. Mais voilà, il y a un cas un peu rêvé où on se dit ouais, ils continuent de blinder la masse salariale et ils vont payer la taxe pendant 3-4 ans et avoir une méga équipe où ils vont pouvoir jouer avec 270 millions de salaire contre les autres qui en auront que 200 parce qu'ils ont réussi à trouver plein de trucs pour dépasser le cap avec Wallace, avec Topic, avec McCain, et ils auront quand même toujours leur contrat de Caruso, de Ludor, de Hartenstein. Bon, ça me semble peut-être un peu rêvé concrètement. On adorait qu'il se passe ça, mais je suis pas sûr que ça se passe. Donc il y a ça aussi. Quel que soit le scénario emprunté, c'est aussi l'intérêt de McCain. C'est que peut-être que, vu la structure du contrat et le prix qui est pas cher, tu pourras peut-être plus facilement te débarrasser de certains. Et pour OKC, c'est bien. Pour les fans, c'est nul, mais pour OKC, c'est bien. Donc c'est ça qui est quand même assez cool avec ce trade. Après, c'est vrai que, premièrement, il y a quand même ce doute de la blessure, de finalement, est-ce qu'on peut avoir le même joueur qu'avant ? J'avoue, j'ai pas trop de doute de mon côté. Mais tout de même, Sixers qui lâche le projet aussitôt, c'est peut-être financier, ça ne l'est peut-être pas. Donc premier mini-doute. Deuxièmement, la viabilité en termes de défense. Est-ce que McCain, avec tout le talent qu'on a pu voir l'an passé et qui semblait avoir un potentiel, etc., quid de la défense, et est-ce qu'il pourrait être plus qu'un joueur gadget dans une équipe qui est en finale de conférence et en finale NBA, qui doit défendre, qui doit avoir une défense d'élite et qui peut pas se permettre d'avoir des maillons faibles? Est-ce que McCain peut être plus qu'un joueur gadget à 15 minutes par match, ou carrément passer titulaire, ou pas loin, quoi, je veux dire, ou 28 minutes par match, ou voilà, un vrai bon joker, voire titulaire? Ça, c'est le deuxième doute. Quid de la défense? Et puis, troisièmement, bon, c'est pas un doute vis-à-vis de McCain, c'est juste que ça nous en apprend aussi un peu plus sur OKC. À mon avis, je peux me tromper, j'espère même, mais je pense que leur marché est terminé. Parce que dans le même temps, pour le coup, on aurait pu se dire, ok, ils ont pris McCain, petit contrat, donc techniquement, en plus, eux, ils avaient de l'espace dans le cap, donc ils peuvent totalement, cette année ils ont de l'espace, pas l'an prochain, mais cette année, ils avaient de l'espace, donc ils auraient très bien pu juste prendre McCain, encaisser le contrat, et rien envoyer en retour. Voilà, ça aurait pu être un achat brut. De l'autre côté, ça aurait créé une trade exception pour les Sixers de 2-3 millions. En l'occurrence, c'est pas trop ça qui se passe, puisque on a aussi un deuxième trade côté OKC. Ousmane Dieng, le français, qui malheureusement était un peu en échec depuis 4 ans maintenant, 4e année, donc il va être free agent restrictif l'été prochain, et donc il est échangé à Charlotte pour récupérer Mason Plumlee. Bon, c'est pas la folie, moi j'ai toujours bien aimé, mais ça fait quand même 2-3 ans que c'est un peu fini, Mason Plumlee, pour le coup, en tout cas c'est un peu vieux, on va dire, mais j'aimais beaucoup dans son prime, entre guillemets prime, Plumlee. L'idée c'est d'aller chercher en fait un body, quoi. C'est juste, on va chercher de la viande, on va chercher un corps au moins, et c'est vrai que avec Sorber qui est blessé toute la saison, Hartenstein aussi qui peut se blesser parfois, ou Chet Holmgren, et Jalen aussi Williams qui lui pour le coup est plutôt un pivot de spacing, on va dire, mais l'idée c'était un peu d'aller chercher de la viande au cas où on a des blessures, et pour voilà un peu la faiblesse d'OKC, c'est le rebond et patati et patata. Donc toujours est-il d'ailleurs, surtout peut-être en cas de série contre des Rockets ou contre des Denver qui va y aller avec 2 bigs en mode rebond offensif. Voilà, ça fait quand même du bien d'avoir cette option peut-être qui peut s'avérer utile par moment. Mais grosso modo, donc je dis Dieng s'en va du Thunder, donc au final on a McCain qui arrive et Dieng qui s'en va pour récupérer Plumlee. Le fait est que bon, je suis un peu déçu dans le sens où Dieng malheureusement était sportivement un peu mauvais pour eux, donc il jouait pas trop, mais il avait un contrat qui n'était pas un contrat minimum. C'est un contrat rookie, mais c'était pas 1 million, quoi. Et en fait pour moi, Dieng était un peu la cartouche évidente à faire sauter entre guillemets, dans le sens tu mettais Dieng plus un mec que tu aimes bien, mais dont tu pouvais te passer, de type Kenrich Williams, ou de type peut-être Isaiah Joe, ou peut-être de type Jalen Williams. Bon, tu veux pas t'en séparer, mais s'il faut, tu pouvais le faire. Et en fait, Dieng plus Kenrich, par exemple, vu aussi ton cap space, tu pouvais arriver à, avec ces deux, prendre en échange un mec à 15 millions, 18, 20 millions. C'est un peu là-dessus où je suis déçu, c'est que on a un peu grillé cette cartouche, mais c'est pas la cartouche en soi, vous voyez bien. C'est le fait que Dieng, c'était pas fou, c'était plus de 6 millions, donc c'était pas la folie, mais c'était quand même 6 millions. C'était pas un contrat minimum, 1 million ou 2, quoi. Donc Dieng, plus éventuellement un Kenrich comme 10, ça faisait déjà un beau petit package. Et je sais pas qui est-ce qu'on aurait pu viser, mais je pense que peut-être un Gafford ou un mec comme ça, voilà, un mec de ce calibre-là, ou alors peut-être un Dieng plus un autre pour aller chercher Najee Marshall, vous voyez, ou un 3&D en plus assez utile. Ou bon, c'est un peu là-dessus que réside ma mini déception sur OKC, c'est que on remarque que à nouveau
l'approche est finalement relativement conservatrice et assez prudente. Voilà, c'est une déception pour moi. Alors peut-être ça l'est pas pour certains fans du Thunder, mais j'avoue que j'ai toujours ce truc de mince, on pourrait faire peut-être un peu plus, on pourrait faire un joli coup, on pourrait faire un coup pour Trey Murphy. Pareil, alors Trey Murphy, c'est l'échelon encore au-dessus. Il aurait peut-être fallu se séparer de Dieng, 6 millions, et peut-être deux des mecs que j'ai cités, donc Kenrich et Jalen. Après, je pense que moi je l'aurais fait, mais bon, je suis pas GM, donc c'est facile pour moi de dire oui, mais il fallait faire ça. Mais vous voyez un peu l'idée, c'est que on est en mode un peu conservateur. Que ce soit pour aller chercher un pivot, on allait chercher vraiment le pivot le plus facile à obtenir, le moins cher, et sans doute un mec qui j'ai parlé de la possibilité qu'il joue en playoff, mais en vrai ça semble quand même assez improbable pour le coup, ou même un genre de rotation autre que pivot, et ça non plus on l'a pas fait. Donc de nouveau on est dans cette logique là, pour dire aussi peut-être que par contre le virage pour OKC ne se prend pas maintenant, et parenthèse, je peux comprendre, en vrai je suis un peu voilà, j'aurais voulu plus, mais je peux comprendre parce que la dynamique de saison, le groupe vit bien ensemble, etc. Ils sont premiers à l'Ouest. Je peux comprendre qu'on n'y touche pas. Ok. Mais donc je disais, le virage, ça sera peut-être cet été. On pourra avoir un peu de mouvement parce que déjà, on l'a dit, les contrats de Williams et Chet vont entrer en compte pour l'an prochain, donc dès l'été prochain. Donc il y aura beaucoup, beaucoup moins d'espace. Là, actuellement, ils sont 1 million sous la taxe. Mais l'an prochain, quand tu rajoutes plus de 35 millions de salaire en plus à celui d'actuel, 35 de Chet et 35 de Williams, voilà, tu vas largement dépasser. Et on a aussi deux cas intéressants que sont le cas de Lou Dort, à qui il reste 2 millions, donc cette année et l'an prochain, et notre ami Hartenstein aussi, à qui il reste encore 2 ans de contrat. Et je crois que sur les 2 ans pour Hartenstein, il me semble qu'il y a une team option, si je ne dis pas de bêtises. J'hésite entre team et player, mais je crois que c'est team. Alors, laissez-moi 2 secondes pour vérifier. Mais j'en parle parce que, premièrement, notre ami Lou Dort a pris un agent qui s'appelle Rich Paul. En général, ce que j'ai tweeté de suite, moi, c'est que pour le coup, dès que tu prends Rich Paul en agent, c'est que tu t'apprêtes à aller à la bataille. Rich Paul nous embête, mais il nous embête parce qu'il est compétent comme agent. Et que, en général, voilà, quand tu engages Rich Paul, c'est que tu prends une arme parce qu'il faut aller se battre. Donc, peut-être que le cas de Lou Dort, ça pourrait se faire. Effectivement, donc c'est une team option pour Hartenstein. Et comme dit, vu qu'on a une somme énorme qui va arriver dans le cap l'été prochain avec donc les nouveaux contrats, à quel point est-ce que OKC va vouloir peut-être se dire bon, on va payer la taxe, ça va faire cher. Est-ce qu'on pourrait pas, Hartenstein, on prend pas l'option, on lève pas l'option de la team option pour 2027, on la lève pas pour le prolonger, pour le reprolonger pour une somme plus faible, mais plus longtemps, en essayant de lui vendre que ok, on t'a donné beaucoup, beaucoup d'argent en 2024 parce que nous, ça va niveau cap, on était ok. On t'a donné un peu trop d'argent, un peu plus. Maintenant, on se dit, en fait, en vrai, tu en vaux un peu moins. Est-ce que tu accepterais, pour être champion avec nous, pour faire prendre un contrat de 3 à 4 ans, peut-être pour seulement 18 ou 20 ou 22, peut-être plutôt que 28 comme actuellement, ou 30. Voilà, ça va peut-être entrer dans la logique d'OKC potentiellement. Donc, on a potentiellement un virage selon ce qu'ils font de la team option pour cet été, sachant que le virage, ça peut être aussi, mince, on prend pas la team option pour essayer de renégocier avec lui, et sauf qu'en fait, une autre équipe vient lui les poser sur la table, les 30 millions. Donc là, tu seras un peu banané. Donc, premier virage. Le deuxième, c'est à quel point, justement, notre ami Lou Dort ne va pas être va pas être échangé tout court, cet été, parce que Lou Dort est très précieux. Lou Dort n'est pas non plus, même s'il est précieux, surtout face à certains match-up, n'est pas non plus primordial. Et il y a un peu redondance avec Caruso, avec Cason Wallace. Et comme dit, quand on connaît un peu OKC, on se dit, bon, les propriétaires, peut-être que parfois ils vont accepter de payer la taxe, comme parfois ils l'ont fait dans les 2010. Parfois ils ont accepté de payer la taxe, notamment après le départ de James Harden, bizarrement. Mais parfois ils vont accepter. Après, les connaissants, peut-être que si on va chercher justement McCain pour un contrat qui est petit, peut-être que si on a Cason Wallace, voilà, il y a un peu redondance, on va dire, de poste 2, qui sont pas exactement les mêmes profils, mais on peut se permettre d'échanger un mec qui a 20 millions l'année, 18 ou 20 de Lou Dort. Donc, voilà, tout ça pour résumer rapidement. On a un excellent move qui a été fait. Excellent, vraiment. De McCain, l'opportunité à la fois financière et sportive, c'est génial. On a rajouté Mason Plumlee. Bon, ok, ça fait de la viande pour la saison régulière, au moins, je pense. Et on n'a pas perdu grand-chose, puisque Ousmane Dieng allait être free agent restrictif et tu ne l'aurais pas prolongé. Donc, c'était une cartouche à dépenser, ils l'ont fait. La seule petite déception, c'est de ne pas avoir visé un peu plus haut en termes de standard, ou plutôt, on ne bouge pas trop maintenant, mais ça va bouger au niveau de
peut-être l'été prochain niveau OKC. Et puis pour terminer, on a fait les 3 trades principaux, mais on peut traiter des autres trades qui sont apparus, qui sont survenus, mercredi soir. Donc le premier, c'est Coby White. Coby White, on attendait un peu le départ puisque il était en fin de contrat et que le Chicago est en pleine reconstruction et tanking. Donc on savait qu'il ne serait pas prolongé, qu'il allait être échangé. On attend aussi d'ailleurs Ayo Dosunmu peut-être pour ce soir. Donc voilà. Mais bref, donc Coby White échangé du côté de Charlotte. C'est Charlotte qui récupère Coby White. Et contre Coby White, ils envoient donc Mike Conley aussi qui était à Chicago après avoir été échangé depuis Minnesota. Donc Mike Conley et Coby White du côté de Charlotte. Donc Coby White est à 12, Mike Conley était à 10, je crois. Et donc Charlotte avait récupéré Ousmane Dieng, 6 millions, plus Colin Sexton qui est à 18, je crois. Ce qui fait que, bon an mal an, ça fait à peu près la même somme. Voilà. Donc Dieng, il fait OKC, Charlotte, et Charlotte, Chicago de suite. Donc actuellement, Dieng est à Chicago. Et donc, les Hornets ont échangé Colin Sexton contre Coby White et Mike Conley, mais on nous parle du fait que Mike Conley, en fait, va pas du tout être gardé en tant que vétéran. Il pourrait être racheté, son contrat, et filé aux Wolves, peut-être on en parlera. Mais donc, grosso modo, c'est un peu un swap. C'est un peu un swap entre Colin Sexton et Coby White. Quel sera un peu l'intérêt ? Est-ce que c'est un peu contractuel ? Ben non, parce que Coby White est en fin de contrat. Et Colin Sexton aussi, je crois, soit 1 an, soit 2 ans de contrat. Je vais quand même revérifier, mais voilà, il n'y a pas un avantage évident en mode on échange un mec qui est en fin de contrat pour un contrat de encore 4-5 ans. Non, c'est pas trop ça. Donc, c'est pas ça. Par contre, ça doit être un choix sportif. Ouais, c'est ça. Sexton aussi était en fin de contrat. Donc, voilà, peut-être que, en fait, je pense que le front office préfère Coby White que Sexton. Est-ce que c'est mon cas ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'avoue que le profil de Sexton a quand même un peu, je vais pas dire polarisé, mais il y a quand même des forces et des faiblesses. Donc, notamment les forces, c'est le 3 points. On a clairement affaire à un shooter de haut niveau, autour des 38, 39, 40 à peu près tout le temps en carrière, même c'était le cas depuis la fac déjà. Un mec qui prenait des pull-ups, mais qui surtout en catch and shoot était hyper efficace. Il y a aussi un aspect de drive chez Sexton avec beaucoup de limitations de taille, mais comme il arrive à obtenir pas mal de lancers francs, il n'est pas le dernier de NBA en drive comme sa taille pourrait le suggérer, mais il est un peu mieux. Donc ça, les lancers francs. Par contre, niveau faiblesse, c'est vrai que la défense était pas top, pour faire un peu l'euphémisme de l'année, mais on-ball et même surtout off-ball, et sachant que les Hornets ont quand même des schémas défensifs ultra intéressants, et que c'est même un peu ça la base de leur équipe actuellement, plus que l'attaque, je trouve, je pense que ça collait moins. Et puis aussi, tout simplement, notre ami Sexton, c'est 18 millions cette année, alors que Coby White était à 12 cette année, donc c'est moins cher actuellement. Et peut-être aussi qu'ils se disent on pourra le prolonger Coby White un peu plus, un peu mieux, sachant que du coup ils ont aussi récupéré ses bird rights, donc ils ont ses droits sur lui, ils pourront le prolonger, ils auront un peu la main, on va dire sur le dossier, la priorité, et voilà. Bon, en vrai je trouve que ça change pas des tonnes. Peut-être espère-t-il que Coby White soit un peu meilleur en défense, peut-être se disent-ils qu'ils peuvent l'avoir sur un contrat un peu plus long, long mais un peu moins cher. Il y a ça aussi, peut-être qu'ils voulaient pas forcément échanger Sexton, mais que les premières discussions avec l'agent de Sexton, ils ont bien compris que non, Sexton voudrait beaucoup d'argent, donc on l'échange. Voilà, il y a peut-être ça aussi très simplement. Et peut-être que si Sexton avait dit oui, ne vous inquiétez pas, je suis en fin de contrat, mais l'été prochain, on se met d'accord pour 12 millions l'année sur 3 ans, ça me va. Peut-être que ça, il n'aurait pas été échangé Sexton. Mais si Sexton voulait beaucoup d'argent, on se dit on tente notre chance avec quelqu'un d'autre, donc Coby White. Et bon, Coby White c'est aussi un bon shooter en soi. Après, je trouve que c'est quand même un shooter d'un échelon un peu en dessous de Sexton. On est sur 36 ou 37% en carrière. Sexton, c'est quand même un peu au-dessus. Coby White, il est connu depuis North Carolina pour les pull-ups, le côté dynamique du 3 points. Après, ça rentre quand même pas à ce point, pas souvent. Et il est quand même un peu plus grand. Mais le problème de Coby White, que j'avais beaucoup scouté moi à North Carolina, que j'aimais bien, il fait 6'4 de taille, d'accord, mais en fait il joue comme s'il était 6'1 ou 6'2 parce qu'il a des bras tout petits. Donc c'est un peu le syndrome T-Rex et que en fait, l'envergure de bras est presque plus significative de comment tu joues que ta taille, en un sens. À la fois en défense, mais aussi en attaque. Parce que du coup, quand tu as des petits bras, le drive, tu as moins d'impact. Donc si tu as des bras d'un mec qui fait 6'1, tu drives et tu finis au panier comme un mec qui fait 6'1 de taille, quoi. Donc c'est un peu le problème de Coby White, c'est que j'aimais bien, mais il y a un côté shoot sympathique, mais qui rentre pas des tonnes non plus. C'est pas un mec d'élite à 3 points.
Et du reste, c'est un peu limité notamment en termes de défense. Le passing, c'est un peu venu à Chicago, mais c'est venu parce qu'il a plus de ballons, mais les progrès en soi sont pas non plus révolutionnaires. Après, l'autre avantage du trade, c'est que en termes de valeur sportive, on va dire, bon, c'est un peu kiff-kiff. Moi, je pense que je préfère notre ami Sexton, et je pense que Chicago aussi, puisque du coup, ils ont récupéré Sexton et contre Coby White, mais surtout, ils envoient des pics du côté de Charlotte, en fait. C'est-à-dire que Chicago a payé 3 seconds tour de draft vers Charlotte. Donc voilà, vous voyez que Chicago valorise plus avoir Sexton que Coby White. Ils sont prêts à payer. Et je sais pas à quel point Charlotte était hésitait entre les deux, ou voilà un meilleur que l'autre, mais par contre, si c'est un peu kiff-kiff et qu'on te dit, bah tiens, on échange, mais nous on te paye 3 seconds tours. Bon, bah si c'est un peu similaire, tu les prends. Et c'est là-dessus où c'est vrai que, au final, quand on fait un peu l'historique, de base, ils avaient accepté de prendre Yusuf Nurkic depuis les Suns. Et contre Nurkic, je crois que c'était, ils avaient été payés en second tour de draft. Je crois que c'était, donc ils ont envoyé Nick Richards à Phoenix contre Nurkic et un second tour. Donc ils ont gratté déjà un truc là-dedans. Ensuite, Nurkic a été envoyé contre Sexton, et Sexton lui-même a donné 3 seconds tours envoyés par Chicago. Et je crois que je dis même une bêtise, parce que c'est pas impossible que ce fût un premier tour de draft envoyé par Phoenix pour dumper Nurkic. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est pas le joueur en soi qui est intéressant, c'est peut-être à quel point le GM des Hornets a réussi à bien manipuler d'un côté et de l'autre pour en fait accumuler des assets. C'est surtout ça. Donc voilà, l'autre aspect intéressant pour moi, enfin intéressant, je sais pas pour vous, c'est que donc on a des rumeurs de Mike Conley qui pourrait revenir du côté des Wolves. Et là, il faut que je râle un peu, parce que en fait on a une règle, mais qui va être contournée. La règle, c'est quoi ? La règle, c'est que, je peux raconter l'historique, moi je suivais la NBA à l'époque, en 2010. En 2010, les Cavs de LeBron James, sa dernière année, ils vont chercher un mec qui était un ancien All-Star, Anton Jamison, qui n'était pas non plus totalement bouilli, qui était encore à Washington. Washington a explosé l'affaire des flingues et tout, vous savez, donc Caron Butler est parti à Dallas, lui, Jamison a été changé aux Cavs, Gilbert Arenas, bref, voilà, l'équipe a un peu explosé, Haywood aussi, Brandon Haywood est parti ensuite à Dallas, mais grosso modo, Jamison, qui était à l'époque un mec à, je crois, 18 points par match, ou 19, je sais pas, un truc comme ça, échangé à Cleveland contre eux, Ilgauskas, le pivot de Cleveland de toujours, Ilgauskas. Et sauf que ce qui s'est passé, c'est que il fallait bien matcher les salaires. Donc Cleveland se sépare d'Ilgauskas, mais 2 semaines plus tard, Ilgauskas buy-out avec Washington et il revient à Cleveland. Voilà, comme si de rien n'était. Donc les Cavs de LeBron James avaient ajouté gratuitement, littéralement gratuitement, Anton Jamison, qui n'était pas un All-Star en NBA, mais qui était un bon joueur, gratuitement. Voilà, c'était quand même un peu fou. Et donc là, la NBA a dit non. En fait, il n'y a plus le droit de faire ça. Voilà. Donc, il y a la règle Ilgauskas qui est en place depuis, qui dit, bah non, vous pouvez pas faire ça. Un mec, s'il est échangé d'une équipe vers une deuxième, équipe A, le mec est équipe A, il est échangé équipe B, il se fait racheter son contrat, buy-out, équipe B, il peut pas revenir durant la saison dans l'équipe A, pour éviter ce cas-là. Donc ça, Mike Conley échangé des Wolves vers les Bulls, dans l'échange Kevin Huerter à Détroit, on s'est dit, ok, il n'aura pas le droit de revenir. Mais, et ça je ne savais pas, je l'ai appris du coup, et ça me paraît tellement délirant, mais je l'ai appris du coup hier, le fait qu'il y a un deuxième échange, Conley depuis Chicago vers les Hornets, à ce moment-ci, la NBA, techniquement, ne considère pas que les Wolves sont l'ancienne équipe de Mike Conley. Alors que vous voyez, alors on peut comprendre dans l'idée. Dans l'idée, c'est parce que la saison, elle est longue. Donc la saison, elle démarre en fait au mois de juillet. Donc si tu es échangé par exemple au mois de juillet dans une équipe, tu fais 6 mois ou 8 mois dans une équipe, en février, tu es rééchangé dans une autre, tu te fais racheter, tu peux revenir dans l'équipe de base. Bon, à la limite, je peux comprendre, mais même pas trop, mais ok. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là. Là, on est dans le cas de, en même pas 24 heures, le mec change d'équipe. Et en fait, il suffit que même 24 heures après, tu aies un deuxième échange pour que la NBA, techniquement, dise en fait, ok, Mike Conley peut revenir en buy-out chez les Wolves parce qu'on considère que comme il a été échangé une deuxième fois, les Wolves ne sont plus son ancienne équipe, ou plutôt, les Wolves ne sont plus son équipe précédente. Bon, vous voyez à quel point c'est un peu ridicule. Je comprends pourquoi la règle est comme ça, ou je comprends que la règle, comme on n'a jamais eu de cas, concrètement, il n'y a pas encore de règle. Hein, la règle Ilgauskas, le pivot lituanien, la règle n'existait pas avant. Mais quand on a eu le cas, on a dit, ok, on fait une règle. Là, je trouve ça un peu abusé, et j'espère qu'il y aura une nouvelle règle, parce que dans l'esprit, on est sur exactement ce cas-là. Dans l'esprit, on est exactement sur ce que la règle essaie d'empêcher. Et c'est pas parce qu'il y a techniquement une deuxième équipe, un deuxième trade de nul, un deuxième salary dump totalement nul,
C'est pas comme si Mike Conley en fait avait été utilisé par les Bulls puis rééchangé. Voilà, vous voyez. Non, on est vraiment sur dans l'esprit exactement ce que la règle veut interdire. Donc il paraît que le contrat de Conley va être racheté et qu'il va pouvoir retourner aux Wolves, sans doute qu'ils l'attendent. Et ce qui fait que, moi, en fait, là où ça me scandalise, je sais pas, mais quand même pas, mais en fait, là où ça me choque, c'est que c'est exactement ce qu'on veut interdire. Et que c'est pas parce qu'il y a un deuxième échange que c'est pas le même truc. Et deuxièmement, faut quand même se rendre compte que c'est pas normal que les Wolves puissent, en échangeant Mike Conley, vu qu'ils l'ont échangé en prenant rien en retour, ils ont créé ce qu'on appelle une trade exception. 10 millions. Voilà, le contrat de Conley, ils ont une enveloppe de 10 millions. Donc s'ils veulent, je dis n'importe quoi, mais s'ils veulent, ils peuvent aller chercher Naji Marshall. Voilà, Naji Marshall, 10 millions. Les Wolves peuvent le rajouter à l'effectif. Ils donnent un pick ou deux à Dallas, ils vont chercher Naji Marshall, et ils ont Naji Marshall. Et donc, ça me paraît un peu scandaleux que les Wolves puissent échanger Mike Conley, ne plus qu'avoir Conley pour créer cette exception, et donc potentiellement un mec comme Naji Marshall, et, in fine, retrouver aussi Mike Conley. Je trouve que c'est pas juste envers les autres équipes. Vous voyez un peu, ça fait presque magouille. Alors, techniquement, c'est autorisé, mais grosso modo, tu as un joueur gratuit. Et tu crées une opportunité pour un autre joueur de plus, et en fait, il n'y a aucun coût, puisque le mec que tu as échangé est revenu. Ça paraît un peu délirant. Et là, je parle de Naji Marshall sur une trade exception de 10 millions, mais je veux dire, il aurait pu ne pas aussi avoir de trade exception si juste, en fait, les Wolves avaient récupéré, par exemple, Kevin Huerter. Bon, ça matchait pas niveau salaire, mais bon, admettons, je dis un exemple, n'importe quoi, mais par exemple, autre exemple concret. Imaginons dans ce trade, les Wolves échangent Mike Conley et récupèrent Jaden Ivey. Voilà. C'est pas une exception. L'exception a été créée parce qu'ils ont pris rien en retour, mais ils pouvaient prendre Ivey. Imaginez si donc les Wolves récupèrent Ivey contre Conley, mais en fait Conley revient. En fait, ils ont eu Ivey gratuit. Voilà. C'est donc, encore une fois, ça me scandalise pas, mais je pense que la NBA devrait se pencher dessus et essayer d'étendre la règle, parce que je comprends la règle en soi. Tu n'es pas obligé de... Tout ne se fait pas en 24 heures. Si le 1er juillet, tu es échangé de équipe A à équipe B, tu joues dans équipe B, et puis ensuite tu es tradé en février, beaucoup plus tard, et que dans la 3e équipe, tu es un buyout parce que la 3e équipe, elle s'en fiche, je peux comprendre. Techniquement, dans cette saison-là, tu n'auras pas vraiment joué avec l'équipe A. Donc tu pourras revenir. Mais c'est pas ce cas-là. Donc bref, fin de mes râleries. Mais les Wolves ont quand même beaucoup à faire. Surtout que, bon, Mike Conley, il y a un côté humain, mais il y a aussi un côté vestiaire qui est quand même assez important, avec les vétérans là-bas, notamment Gobert, on en avait parlé hier. Mais voilà, on parle de soit de trade exception, au pire, ils peuvent utiliser cette trade exception pour maintenant ou pour cet été, mais aussi, il y a simplement l'aspect que, en fait, ils sont sortis des aprons avec ça. Et je crois qu'ils sont sortis du premier apron. On l'avait bien détaillé. Sortir du premier apron, ça veut dire sortir de la règle des 100% salaire. Quand tu es premier apron, la restriction, c'est que si tu envoies, s'il y a 30 millions de salaires qui sortent, tu ne peux absolument pas recevoir plus de 30 millions. Donc ça, c'est quand même assez important. C'est la règle des 100% de salaire équivalent en retour. C'est une restriction. Si tu es en dehors, et c'est ce qu'ils sont désormais, les Wolves sont sortis de ça, grâce à Mike Conley. Ils ont dumpé Mike Conley, ils ont liquidé 10 millions, donc désormais, ils sont en dehors du premier apron. Donc désormais, s'ils veulent, ils peuvent aller chercher Giannis sans envoyer 50 millions pile ou plus. Vous voyez ? Ils peuvent prendre Ja Morant sans envoyer 39. Ils peuvent envoyer 35, 36 et quelques. Donc en fait, là encore, si dans le même temps, tu es capable d'échanger Conley et que ça te permet de faire un méga trade comme ça, Giannis ou Ja Morant, et que en fait derrière, Mike Conley peut revenir, là encore, il y a un peu l'impression d'un foutage de gueule. Et alors après, le bouquet final, ce serait carrément, on échange Conley, trade exception, on prend Naji Marshall. Vu qu'on n'est pas en premier apron, on fait aussi un trade où on envoie moins qu'on reçoit, et donc c'est plus facile pour faire Giannis. Et en plus, Mike Conley revient. Alors là, ce serait le pompon total. Mais bon, vous voyez que c'est pas rien ce trade de Mike Conley. C'est pas rien, j'espère que ça pourra rester un peu dans l'histoire comme, bah tiens, on commence à interdire des trucs, mais il y a clairement un côté magouille, non, parce que c'est autorisé, mais c'est pas normal que tu puisses sortir de l'apron et sans sacrifice. Chaque truc doit être coûteux. Si tu te sépares de Mike Conley, tu te sépares de Mike Conley. Bref, j'ai fini. Mais potentiellement, on va se retrouver demain et les Wolves auront fait le braquage du siècle avec et Conley et Naji Marshall et Giannis. Ce sera les champions à venir, peut-être, je ne sais pas. Surtout qu'ils n'arrêtent pas de battre OKC, donc ils pourraient vraiment être champions. Bon,
Jock Landale, qui avait été envoyé à Utah dans le trade de notre ami Jaren Jackson, il va à Atlanta contre du cash, ça on s'en fiche à la limite. Lonzo Ball, ça y est, il est échangé. Les Cavs ont liquidé Lonzo Ball et donc comme prévu, ils l'ont envoyé dans une équipe qui avait du cap, donc Utah. Ils l'ont envoyé contre 2 seconds tours de draft. Voilà. Je rappelle, Lonzo Ball est en fin de contrat, mais surtout, ça permet de dégraisser. Et donc, on parlait de Utah, on parlait de Washington, on parlait de Brooklyn. Finalement, c'est Utah, l'équipe qui a du cap space. Pour l'instant, ils en ont. L'an prochain, non, parce que l'an prochain, le salaire de Jaren Jackson ne sera pas à 35, il sera à 50, donc il y aura plus d'espace. Mais là, ils peuvent. Donc là, ils ont pris le salaire de Lonzo. On a la place. Par contre, vous nous payez 2 seconds tours de draft. C'est bien joué. Pourquoi est-ce que... Utah fait ça pour les pics. Pourquoi est-ce que nos amis des Cavs ont fait ça? Pour dégraisser. Et donc, en enlevant les 10 millions de Lonzo Ball, ils ont continué un peu à dégraisser. Souvenez-vous, on avait dit hier qu'ils étaient à 13 ou 14 millions à peu près de redescendre sous le cap. Pour ça que Max Strus, qui était à 15, c'était parfait pour descendre sous le second apron. Pour l'instant, ils sont encore. Là, moins 10, donc ils sont encore à 3 millions et quelques du second apron. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Et surtout, donc soit maintenant il faut un trade pourri pour complètement repasser sous le second apron. Donc on peut imaginer un contrat nul. Évidemment, j'ai personne en tête, mais je pense surtout à Dean Wade, qui est un joueur de rotation, mais s'il faut, ils vont liquider Dean Wade à 6 millions, qui est en fin de contrat en plus. Hop, Dean Wade, on te dump quelque part et on n'est pas sous le second apron. Ou alors Larry Nance, 2 millions, Thomas Bryant, 2 millions, Craig Porter, 2 millions, Proctor, 1 million. Bref, il y a des moyens. Il y a des moyens de, sur un trade, liquider, passer sous le second apron, qui est un peu l'objectif, je pense, et voilà. Mais surtout, plus important encore, je le rappelle, second apron, tu as la contrainte du premier apron, elle se prolonge évidemment, donc tu ne peux pas faire d'échange en prenant plus de salaire que toi tu n'envoies. Ça, évidemment, deuxième apron, tu l'as toujours. Et autre restriction du deuxième apron, tu ne peux pas faire d'échange en combinant des salaires. Quand tu es deuxième apron, tu peux échanger que un contrat à la fois. Donc ils ont fait Hunter un contrat, Lonzo un contrat, mais ils ne pouvaient pas faire un package. Par exemple, on l'a dit, Garland plus Lonzo plus Jarrett Allen contre Giannis, ils ne pouvaient pas. Parce que deuxième apron, c'est la restriction. Par contre, il y a une nuance qui est un peu bête, mais bon, c'est comme ça dans le CBA. Quand tu es deuxième apron, tu peux faire un deal avec un package de plusieurs joueurs ensemble, donc exactement l'inverse de ce que je viens de dire. Tu peux le faire si, et c'est important, si au cours et en faisant ce trade, tu arrives à redescendre en dessous du deuxième apron. Donc, ce qui veut dire, je vais essayer de concrétiser, en l'état, ils peuvent pas faire de deal, un package Jarrett Allen plus Max Strus. Ils peuvent pas. Ils sont deuxième apron. En fait, ils peuvent si la somme en retour est faible au point que, à la fin, quand tu fais l'équilibre salaire sortant, salaire entrant, il soit sous le second apron. Donc, par exemple, je vais être concret. Notre ami Jarrett Allen, 20 millions. Ça va être simple à comprendre. Jarrett Allen, 20 millions. Max Strus, 15 millions. Donc, le total est à 35. Techniquement, 35 millions qui sortent pour 35 millions qui rentrent, imaginons Julius Randle, ça marche pas. Parce qu'il y a équilibre des salaires. Après cet échange, les Cavs seraient toujours au-dessus du second apron. Ça marche pas. Donc, interdiction de faire ce trade parce que tu ne peux pas combiner Allen et Max Strus. Par contre, ce qui est possible, Max Strus plus Jarrett Allen, 35 millions contre eux, je dis n'importe quoi, mais par exemple, notre ami Terrence Mann qui est au Nets, Terrence Mann payé 15 millions, là, ça marche. Parce que du coup, il y a un différentiel qui est tel que tu sors 35, mais comme tu rentres que 15, forcément que après cet échange, tu te retrouves largement en dessous du second apron. Donc là, on t'autorise, alors que de base, avant le trade, tu es second apron, mais on t'autorise parce que à la fin du trade, tu n'es plus second apron. Donc, on fait un peu comme si tu n'y étais pas au début. Vous voyez, c'est un peu l'idée, c'est une nuance qui, est un peu bizarre, mais là où c'est totalement intéressant ici, c'est que certes, les Cavs, pourquoi je détaille un peu tout ça, c'est pas très complexe, mais je détaille un peu, c'est peut-être un peu chiant, mais je le détaille. Pour l'instant, les Cavs n'y sont pas sous le second apron. Pour l'instant, ils n'y sont pas. Mais c'est plus facile de monter un trade pour récupérer Giannis ou LeBron ou je sais pas qui, ou ils veulent faire des gros coups. Mais en tout cas, c'est plus facile de monter un trade de grande envergure si, dans le trade, tu n'as que à dégraisser de 3 millions et quelques, donc pour repasser sous le second apron pendant le trade, plutôt que de faire un trade en devant dégraisser dans ce trade de 13 millions.
Là, c'est plus compliqué parce que toi, ça veut dire qu'il faut que tu prennes moins d'argent, mais il faut qu'en face, l'équipe soit capable d'encaisser 13 millions plus que ce qu'elle envoie. Vous voyez? Donc il faut que tu aies affaire à une équipe qui ait du cap space. Et quand tu parles à une équipe comme, je sais pas moi, comme les Bucks, comme n'importe qui, hein, tu vas aller chercher un joueur intéressant, l'équipe en face, elle n'a pas forcément la place de faire ça. L'équipe en face, elle dit, vous êtes gentil, mais non, nous, on veut bien faire un trade 50-50 de deux sommes de salaire équivalents, mais on peut pas se permettre de prendre beaucoup de salaire et d'en envoyer pas autant. On peut pas encaisser 13 millions de différence. Donc c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où les Cavs, à mon avis, ils ont fait ça mercredi soir, parce que là, ils se positionnent peut-être, on ne sait pas si ça va se faire, mais peut-être pour un autre trade. Parce que maintenant, ils pourront faire un package de joueurs, et j'ai pas dit au hasard Max Strus et Jarrett Allen, pour un joueur de plus grand calibre. Parce que tu pourras demander à l'autre équipe en face d'encaisser une différence de 3-4 millions, c'est faisable. 13 non, mais 3-4 millions, c'est un peu plus faisable. Donc, ça paraît être juste un salary dump, et peut-être que ça ne le sera que ça. Mais c'est peut-être juste le premier move qui facilite peut-être un autre échange de plus grande envergure côté Cleveland Cavaliers. Donc, pour ça que je voulais un peu passer un peu de temps là-dessus et détailler. Mais voilà, ça se trouve, c'est juste que on va finir jeudi soir avec un mini trade de Larry Nance qui va partir et un autre qui va partir et on aura juste assaini les finances, on sera repassé sous le second rebond. Peut-être ce sera juste ça. Mais c'est pas sûr. Donc bref, Lonzo, c'est bon, on l'a fait. Et je crois qu'il y avait un dernier trade dont je voulais parler. Mais évidemment, je l'ai perdu. Ah oui, non, nos amis d'Orlando. Orlando a fait un échange qui est passé un peu inaperçu, pour le coup. Mais ils ont envoyé Tyus Jones, justement, chez les Charlotte Hornets. Encore eux, qui ont été assez actifs, pour le coup. Et en plus, Charlotte ne paye rien, ni en termes de contrat, ni en termes de pick. Donc ils n'envoient rien. Ils envoient juste de l'argent, du coup, en retour. Mais donc Tyus Jones débarque côté Charlotte. Et même, c'est l'inverse. C'est Orlando qui envoie 2 deuxième tours de draft, donc 2 picks du deuxième tour, avec Tyus Jones vers les Hornets. Et alors pourquoi? On se dit, mais attends, c'est pas logique. Pourquoi est-ce que pourquoi c'est pas les Hornets qui ont payé pour avoir le joueur? En plus, un joueur sympathique. Bon, en fait, il faut aussi comprendre qui paye, parce que qui a le pouvoir dans les négociations? Qui veut faire le trade? Qui est en obligation de faire le trade? En l'occurrence, Orlando. Ils ont eu la consigne, le GM, encore une fois, c'est pas les GM qui veulent affaiblir l'équipe, je répète à chaque fois, mais c'est pas les GM qui veulent affaiblir l'équipe, c'est pas Daryl Morey, c'est pas Zach Kleiman, et donc là, c'est pas le GM d'Orlando, donc évidemment, j'ai pas le nom, c'est les propriétaires. Et donc, Tyus Jones avait cet avantage pour Orlando d'être un contrat de 7 millions. 7 millions. Quand tu enlèves Tyus Jones, tu repasses sous la luxury tax. Voilà. Donc, nos amis d'Orlando, il y avait la consigne du propriétaire qui dit bon, la saison est pas top, ou même en général, peut-être qu'il l'aurait dit de toute façon, mais en plus, la saison est pas top, allez, tu t'arranges, tu fais comme tu veux, mais tu repasses sous la taxe. En l'occurrence, c'est quand même pratique que Tyus Jones soit pas au minimum, il soit à 7 millions. Il y avait en tout cas cette possibilité de vite repasser en un move, repasser sous le cap, sauf que les Hornets, en face, ils ont dit, vous êtes gentils, mais on voit bien Tyus Jones, mais si vous êtes en obligation de le faire, payez-nous. C'est nous qui avons l'avantage, donc on le fait, mais donnez-nous des pics. Et donc c'est ce qui est passé. Ils ont dû payer. Orlando a dû payer 2 second tours de draft pour ne pas payer la taxe. Ce qui est un peu regrettable parce que Orlando a quand même payé aussi beaucoup dans le trade de Desmond Bane en termes de premier tour, et que voilà, c'est pas énorme, mais c'est dommage de liquider un peu des seconds tours, alors que parfois des seconds tours tu peux t'en servir pour aller chercher à une deadline un role player en plus, pour aller chercher un tel en plus, ou c'est dommage de s'en servir, de devoir les liquider sur des moves financiers. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, nos amis des Hornets, ils ont Kobe White en plus et Tyus Jones en plus. Et j'avoue que, bon, Jones, peut-être un peu décevant pour certains. Je pense qu'il ne faut pas non plus avoir de trop grandes attentes sur Jones, qui est pas un meneur titulaire NBA, mais par contre, c'est un meneur, un connecteur excellent, c'est-à-dire le mec de milieu de chaîne qui fait l'extra passe, qui profite d'un décalage, qui la amplifie, et surtout un shooter de haut niveau aussi. Et un mec qui fait très peu de déchets. Donc, bon, bel ajout pour Charlotte. Alors après, il est en fin de contrat. Fin de contrat, Tyus Jones, et il n'y aura pas de bird rights pour Charlotte, parce que malheureusement, il signe que des petits contrats là, depuis 2 ans, minimum 1 an à Phoenix, minimum 1 an à Orlando, donc voilà, les bird rights c'est au bout de 2-3 ans d'ancienneté, etc. Donc là ils n'ont même pas ces bird rights, mais il va finir la saison là-bas pour apporter un peu de shoot, peut-être ça peut faire du bien. Bref, donc Orlando, on était peut-être un peu déçus, mais c'est juste un move financier, et par ailleurs il n'y aura pas d'autres moves, alors peut-être on l'espère, notamment il y a la cartouche Kuminga, excusez-moi, Jonathan Isaac est à 15 millions sur 4 ans,
Après, voilà, si tu pour t'en débarrasser, c'est bien en termes de salaire pour aller chercher un mec à 15 millions en retour, mais il faut aussi mettre des pics pour que quelqu'un accepte de prendre Isaac. Donc, bref, je sais pas si Orlando va bouger, je ne pense pas. Et donc, c'est un move financier à peine. Bref, je crois qu'on n'a rien loupé. J'espère en tout cas. Chicago, Ousmane Dieng, il récupère ses droits aussi. Peut-être, ça, on l'a pas dit, mais bref, voici pour les trades du jour. J'espère que ça vous aura plu, ce petit point sur les trades du mercredi 4 février. Et maintenant, il ne reste plus qu'une journée, la journée de jeudi, le jeudi 5 février, trade deadline ce soir. Merci de vous avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour un nouveau podcast de trade encore un peu long. Et encore une fois, j'ai fait le choix de tout mettre ensemble. C'est pas grave, mais plutôt que faire plusieurs petits podcasts ensemble, vous avez tout ce que vous voulez. Donc c'est un peu l'idée. J'espère qu'il n'y aura pas de trade majeur pendant que ce podcast est publié dans l'après-midi, normalement, de jeudi. A priori, les Américains dorment à cette heure-là, ou alors c'est le matin pour eux, donc ils sont encore en train de faire le café. Donc ça va. Mais en tout cas, on se retrouve ce soir, normalement, en live. On va essayer de faire un live. Pas le live à 18h pour suivre la deadline. On fait un live sans doute à 21h30 pour après la deadline. L'heure fixe de la fin, c'est 21h. On se retrouve sur Twitch à 21h30, peut-être avec Baptiste et Azad pour faire ça ensemble. Donc, si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur ce live ensemble. Alors, soit pour commenter les trades qui vont tomber, soit sinon, juste pour rigoler ensemble, on fera des jeux, peut-être où on parlera en mode détente. Voilà un peu pour le programme. Et sinon, en podcast, on se retrouve la prochaine fois, je ne sais pas quand. Peut-être pour parler de Giannis demain, le trade de Giannis, peut-être, c'est possible. Et sinon, au maximum, lundi prochain pour l'hebdo, comme tous les lundis matin. Et donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien, ça fait très plaisir comme à chaque fois. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.